Bonjour. Je laisse les dernières personnes qui arrivent s'installer et nous allons reprendre, après l'excellente journée que nous avons passée hier, nous allons reprendre nos rencontres débats, donc toujours sur le thème de l'engagement, dont nous avons très longuement parlé autour de l'artiste sous tous ses angles, sous toutes ses formes, avec des visions extrêmement différentes. Ça a été vraiment une rencontre et un débat hier, et vous avez vu des visions de la conception de l'art extrêmement radicales et différentes, qui, je crois, ne vous ont pas laissé insensibles. Et je crois que la journée d'aujourd'hui ne vous laissera pas insensibles non plus sur les thèmes que nous avons abordés et surtout sur les intervenants que nous avons la chance d'avoir parmi nous. Ce matin, ceux de l'après-midi, nous les présenterons cet après-midi, mais ce matin, nous avons deux intervenants principaux. L'amiral François Guichard qui va nous parler, alors puisque le thème, excusez-moi, avant de les présenter, le thème ou le titre qui a été choisi pour ce matin, c'est l'engagement, une profession, point d'interrogation, et tout est dans le point d'interrogation, vous allez le voir. Donc l'amiral François Guichard qui est un professionnel de l'engagement puisqu'il a été commandant de sous-marin, mais il n'est pas que ça, et il va nous expliquer justement cette vision de l'engagement. Je pense que le sujet de l'armée vient a quand même une connotation dans l'actualité qui est assez intéressante, et je pense que le sujet sera sûrement abordé. Et un autre sujet fondamental qui est celui des aidants, qui sera présenté par Madame Héloïse Mayonespo, qui a écrit un livre sur ce sujet qui est fondamental. J'ai découvert à travers son livre que ça représentait 9 millions de Français, ce qui est absolument énorme, c'est-à-dire nous sommes tous concernés de près ou de loin et avons tous ce rapport aux aidants. Et ça, c'est un engagement très fort, qui est un engagement dont on peut se demander justement s'il est ou non professionnel et ce qu'il peut représenter. Donc c'est deux thèmes extrêmement forts. Et nous aurons un troisième intervenant sur la table ronde, qui sera notre petite surprise, donc je ne vous l'annonce pas tout de suite. Et je laisse à Philippe Muller, notre journaliste, présenter et animer ces débats comme il a fait ceux d'hier. Et je vous rappelle, mais vous l'avez vu tout à l'heure, que nous sommes en partenariat avec notre librairie indépendante de Cannes autour d'un livre, librairie engagée s'il en est, et qui vous permettra de faire dédicacer les livres de nos intervenants, tant de ce matin que de cet après-midi. Et je vous souhaite une excellente journée. Philippe, c'est à toi. Merci, cher Emmanuel. Merci beaucoup. Bien, sans plus entendre, merci beaucoup déjà de votre présence ce matin. Je vous demande d'accueillir justement Monsieur François Guichard, amiral dans la Marine nationale française et depuis juillet 2024 également amiral chargé de l'histoire. Emmanuel l'a dit, qui possède une très grande expérience sous-marine. Plus de 28 000 heures, je crois, de plongée. Vous avez commandé plusieurs sous-marins, comme le sous-marin nucléaire d'attaque Ametsis et également le lanceur d'engins baptisé le Terrible. Et vous êtes passionné d'histoire maritime. Vous avez publié un roman historique, Première plongée, 20 000 nautiques sous la mer. Un nouvel ouvrage, de nouveaux ouvrages également que vous signerez à l'issue des différentes interventions de ce matin, qui retracent notamment l'aventure des premiers submersibles. Et vous intervenez donc comme conférencier sur l'histoire des sous-marins. Et pour valoriser effectivement notre mémoire, implication ou engagement, leçon d'un commandant de sous-marin. On vous écoute avec beaucoup d'attention ce matin. Et puis ensuite, il y aura bien entendu la table ronde. Le contre-amiral, l'amiral, merci beaucoup. Merci. Attendez, est-ce que ça fonctionne? Attendez, alors, prenez peut-être celui-ci. Eh bien, alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être à Cannes avec vous aujourd'hui pour parler d'engagement. Alors je ne sais pas si je vais être exactement dans l'épure du thème présenté, mais il me semblait important de vous parler de l'engagement tel que moi je l'ai vécu. Voilà. On va s'appuyer essentiellement, enfin je vais m'appuyer essentiellement sur mon expérience personnelle pour vous parler d'un engagement très particulier qui est celui de l'engagement d'une vie au service de la nation. Alors, est-ce que ça va fonctionner comme ça? Voilà. Je vous présente le premier sous-marin au monde. Le premier sous-marin au monde a été construit à Rochefort en 1860. Je pense que beaucoup de gens ignorent ça. Et ce sous-marin est à l'origine du roman de Jules Verne. Voilà. C'est mon second engagement. Ça a été en effet de raconter l'histoire de ce sous-marin. Mais avant de parler de ça, je vais vous parler d'autre chose, d'un engagement très particulier qui est celui qui m'a amené à faire ce métier si particulier de sous-marinier et d'engagement dans la vie militaire.
En fait, au début, quand on est tout jeune, ce qui vous frappe le plus et ce qui vous marque le plus, c'est l'envie d'aventure. Quand vous êtes ado, vous imaginez absolument pas de vous engager et de devenir un jour commandant de sous-marin. Moi, ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Moi, je rêvais, puisque j'étais dans les années 80, je rêvais d'Indiana Jones, de Top Gun, de l'étoffe des héros, de tout ça qui m'emmenait dans des univers extraordinaires. Et en effet, ça m'a donné envie, quand j'étais plus jeune, de faire des études, soit à l'école du Louvre. Voilà, j'avais envie d'aller soit à l'école du Louvre pour faire l'école des chartes, soit de devenir pilote d'avion. Parce que pour aller dans l'espace un jour, il faut en fait piloter des avions. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous vous posez la question de votre orientation. Et en terminale, c'est exactement ce que j'ai fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire entre les deux, puisque c'est quand même des passions très différentes. Alors j'étais un peu meilleur en sciences qu'en histoire, même si j'étais pas trop mauvais. Et donc je me suis dit, tiens, puis finalement, après avoir piloté, on peut peut-être faire de l'histoire. Alors que dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Et donc la curiosité fait qu'on s'oriente. Et petit à petit, on découvre que on peut être, pour faire pilote et aller dans l'espace, on découvre que ça se passe à l'ENAC, à l'École nationale d'aviation civile au début. C'est la première expérience qu'on a, c'est celle-là avec l'orientation. On ne vous oriente pas vers le monde militaire immédiatement. Et pour faire l'ENAC, il faut faire une prépa scientifique. Et puis, moi, mes parents ne pouvaient pas tellement me financer un appart en région parisienne, tout simplement. Donc, j'ai commencé à chercher des endroits où il y avait des internats. Et des endroits où il y avait des internats, je suis tombé un jour sur une brochure « Lycée militaire de Saint-Cyr-l'École ». C'est cet objet-là qui se trouve à côté de Versailles. Et puis, quand on dit « Tiens, mais c'est vrai, plutôt que de faire pilote de gros avions, d'ailleurs qui parfois restent cloués au sol comme en ce moment, on peut peut-être être pilote d'engins extraordinaires que sont des Rafales ». À l'époque, ce n'était pas des Rafales, c'était des Mirages. Et ça fait beaucoup plus rêver. Et puis, quand on revient sur l'image que vous avez vue tout à l'heure de Top Gun, finalement, pour avoir Kelly McGillis derrière la Harley, il vaut mieux être pilote de ça que pilote de ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça qui pousse à vous intéresser au début à votre engagement. Et donc, vous posez des questions. Oui, naturellement. Puis là, toute votre éducation ressort, toute la transmission que vous avez reçue. Moi, mon papa, il me parlait beaucoup de respect, de courage, d'honnêteté, de tout un tas de valeurs qu'il m'a transmis. Voilà. Ma maman m'a invité à aimer mon pays, voilà, tout simplement, avec des choses comme l'histoire de France en bande dessinée qui berçait mon enfance. Il était une fois l'homme, tout simplement. Tout cet environnement de transmission est essentiel dans ce que vous figurez, la manière dont on transforme finalement une envie d'aventure en un engagement. Et donc cette volonté un peu de patriote, elle vous amène à vous dire, oui, finalement, c'est peut-être pas idiot, au-delà de cette envie d'aventure, de s'engager pour qu'elle ait encore plus de sens, que cette aventure serve, qui est une aventure individuelle, soyons clairs, c'est très égoïste l'aventure, qu'elle serve aux autres, et finalement c'est fabuleux. C'est peut-être ça que j'ai envie de faire. Alors là, on commence à réfléchir. On commence à réfléchir à qu'est-ce que c'est que le patriotisme. On se remémore des films importants qui parlent d'engagement, très fort, comme Le Crabe-Tambour, L'honneur d'un capitaine, etc. On lit beaucoup. Alors moi, j'étais un grand lecteur, j'ai toujours été abreuvé par ça. Donc on va lire des sociologues comme Max Weber, qui parlent beaucoup d'engagement, qui parlent beaucoup aussi du rapport à la société, du rapport à la violence. Qu'est-ce que c'est que la violence ? Y a-t-il une violence légitime de l'État ? Voilà, on relit des gens comme Raymond Aron. Je vous invite à vous pencher sur ces auteurs qui, à mon avis, sont vraiment très, très intéressants pour affirmer un engagement auprès de l'État.
Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, on cherche aussi à se découvrir. Donc on va à l'école militaire. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au lycée militaire de Saint-Cyr. Et là, j'ai découvert qu'en fait, on pouvait être pilote dans l'armée de l'air. C'est ce qu'on a tous en tête, mais on peut être aussi pilote dans l'armée de terre et puis aussi dans la marine. Alors, on se dit, merde, il va falloir encore choisir, c'est compliqué. Mais assez vite, moi, j'ai fait un choix. Je me suis dit, finalement, dans la marine, c'est beaucoup mieux parce que si on n'est pas pilote d'avion, parce que ça peut être délicat, on peut avoir des problèmes physiques, c'est quand même compliqué. Au pire, on va se retrouver commandant d'un bateau ou voire commandant d'un sous-marin, même si je n'avais pas trop encore la notion de ce que c'était qu'un sous-marin. Et puis on passe les concours. Et donc, comme je l'ai réussi, je ne sais pas trop, voilà, ça allait. J'ai le choix, et donc, comme j'ai le choix, je vais à l'école navale. À l'école navale, je découvre la mer. Je ne connaissais pas la mer. Pour être clair, moi, la mer, c'était Saint-Georges-de-Didonne, la plage. Je n'avais pas encore vu la Méditerranée, vous imaginez. Quand je vous dis ça, c'est honteux à Cannes. Bref, je découvre la mer réellement. Donc, la première fois où je traverse la rade pour aller à l'école navale, j'étais pas bien, j'étais malade en mer. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis allé faire dans cet engagement-là ? Alors il n'est pas trop tard pour le renier, hein. On peut toujours revenir sur les engagements, et l'engagement s'approfondit au fur et à mesure de la carrière. C'est-à-dire que vous pouvez à tout moment interrompre votre carrière et vous désengager. Voilà. Mais il n'empêche, je me suis dit, je vais quand même aller un petit peu plus loin que le petit mal de mer que j'ai. Et puis, de fil en aiguille, j'ai navigué et apprécié la mer. Et j'ai commencé à apprendre à piloter. Voilà, à l'école navale, on commence à apprendre à piloter alors qu'on a à peine 19 ans, ce qui est extraordinaire, hein. Donc, vous faites vos premiers tours de piste, etc. Mais vous faites aussi, vous découvrez la mer. Et j'ai surtout découvert la vie en équipage. Et ça a transformé ma vision de ce qu'était la mer. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Moi, c'est plus la vie en équipage me passionne bien plus que la vie en mer. Et donc, dans un avion, on est un peu tout seul. Et donc, assez vite, je me suis dit, non, ça va pas. Qu'est-ce qui me plaît dans l'avion ? Et donc, j'ai fait toute une démarche pour me découvrir. Et ce qui me plaisait dans l'avion, c'était ce caractère d'aller vers l'espace et de complexité de la machine. Et donc, je me suis dit, mais finalement, ce qui va le mieux pour associer mes passions, hein, qui étaient d'une part la vie en équipage, la mer, mais aussi la complexité, c'est l'objet le plus complexe au monde. L'objet le plus complexe au monde, c'est le sous-marin. Voilà. Et quand vous faites une courbe de complexité, c'est plus complexe que les satellites et les fusées même. D'ailleurs, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins a en son sein 16 fusées Ariane. Voilà, à l'échelle 1,5. Mais c'est la réalité, c'est ça. C'est la base de Kourou, sous l'eau, avec un réacteur nucléaire. Et ça lance les fusées depuis en dessous de l'eau. Donc on a atteint le summum de l'objet complexe qui fait rêver. Et puis on rejoint aussi le premier sujet, qui est l'engagement. L'engagement envers la nation, l'engagement pour protéger les Français. Et donc c'est, à mon sens, tout ça qui m'a conduit à aller au sous-marin. Alors cet engagement, évidemment, c'est un engagement très très fort, avec beaucoup de choses, des moments forts, et puis d'autres moments qui sont très difficiles. Dans les moments forts, c'est toutes les actions que vous pouvez faire pour protéger les Français. Je ne peux pas vous les citer ici, mais parce que des opérations, j'en ai fait un certain nombre, ce qui m'a permis d'obtenir la Croix de guerre, la Légion d'honneur, enfin bref, etc. Et évidemment, vous êtes très fiers quand on vous remet ça sur le porte-avions Charles de Gaulle. Voilà, une remise de décoration sur le pont du porte-avions, c'est extraordinaire. Voilà. Donc c'est des satisfactions, des moments forts. Des moments forts de vie en équipage, des moments forts de retrouvailles, mais qui dit retrouvailles dit aussi départ. Et donc la particularité de cet engagement, c'est qu'il vous apporte énormément. Un engagement, c'est du gain personnel et individuel aussi, très fort. C'est beaucoup de dons de soi aux autres, vous faites des sacrifices également,
Mais ce qu'il y a c'est que ça engage les autres aussi. Voilà. Vous faites des sacrifices au nom des autres. Et ça, c'est pas toujours simple. Pas toujours simple. Et on embarque la famille avec soi dans ce type d'engagement. Alors les moments forts, c'est moi j'ai fait des opérations chirurgicales à la mer. Je suis pas médecin, hein, donc il a bien fallu faire ce genre de choses. Mais c'est des moments aussi très difficiles. Il a fallu parfois que je transforme quelqu'un qui n'était pas bien psychologiquement un peu en légume parce que pour pas qu'il attente à sa propre vie. Vous imaginez, c'est des choix extrêmement lourds, donc avec beaucoup de questions et de questionnements personnels. Donc les apports de l'engagement, oui, l'engagement, quand on en fait son métier, comme celui-là, hein, c'est un métier qui permet de satisfaire ses passions. C'est très important, je pense, que les gens acceptent ce regard sur eux-mêmes, qui est un regard où ils doivent admettre qu'ils ont un petit côté égoïste. S'engager, c'est aussi faire preuve d'égoïsme. Ça peut paraître paradoxal, comme la façon de le dire, mais je pense que si on veut s'engager profondément, il faut accepter cette part-là. Ça apporte beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour-propre. On revient sur cette notion un peu d'égoïsme. Mais ça apporte aussi beaucoup d'enrichissement humain. Un engagement comme celui-là, c'est vous êtes au contact en permanence de plein de gens à bord, du fait de la promiscuité. Et donc, vous avez une relation humaine extrêmement forte. Vous mettez 112 personnes dans moins de 100 mètres de long, avec chacun très peu de mètres carrés, qui vont tous dans le même sens, dans une même mission. Vous les connaissez par cœur, en fait, au bout d'un moment. Vous rentrez dans leur intimité profondément. Avant de partir en mer, il y a un niveau de confiance qui s'installe, qui est énorme entre les gens. En tant que second, puis en tant que commandant, vous recevez chacun individuellement. Vous demandez si ça va, non seulement si ça va, mais on va très très loin dans la relation qu'ils ont avec leur propre famille pour être sûr qu'ils sont bien engagés en même temps que vous. C'est-à-dire que c'est un engagement qui ne se fait pas tout seul. C'est un engagement qui est commun au sein de l'équipage. Et il faut s'assurer qu'il soit suffisamment commun parce que derrière, c'est la vie de gens que vous mettez en jeu, la vie des gens qui sont à bord, mais c'est aussi la vie de la nation que vous mettez en jeu. Et donc, c'est des engagements très lourds, mais extrêmement enrichissants. La particularité du sous-marin, c'est que c'est un environnement qui est extrêmement favorable à la prise de recul. Et donc, de ce point de vue-là, il est aussi très enrichissant sur soi-même, sur toute la réflexion qu'on peut mener à bord. Il est favorable à la prise de recul parce que, d'abord, vous êtes éloigné de tout et la quantité d'informations que vous recevez est extrêmement faible. Voilà, le propre du monde sous-marin, c'est que... comment vous expliquer ça ? L'onde électromagnétique ne rentre pas dans l'eau de mer. Donc, pas de téléphone, pas de télé, pas de radar. Et même quand vous avez des informations, elles vous arrivent par le biais d'ondes très, très faibles, des ondes qui sont à très faible débit. D'accord ? Donc ça veut dire que vos messages, c'est 5 lettres à la seconde qui s'affichent sur 5 lettres à la seconde. Vous êtes abreuvé de vidéos tous les jours. Et donc cette prise de recul fait que l'information a beaucoup de valeur. Donc on s'intéresse aux informations de grande valeur. Donc, et ça modifie votre être. C'est-à-dire que le fait d'être plongé pendant 2 mois et demi, 3 mois dans cet environnement-là, modifie votre perception de l'information, votre perception des choses. Et quand vous revenez à terre, oui, vous êtes en complet décalage avec ce qui s'est passé, mais ce décalage, il est plus profond que le décalage de l'information que vous n'avez pas eue pendant les 2 mois et demi. Il est que vous êtes en décalage parce que vous n'êtes pas sur le même rythme que le reste des gens. Donc voilà, et donc, on est sur un rythme différent. Le temps prend une autre valeur. C'est évidemment des missions qui ont beaucoup de sens. Vous êtes là, malheureusement, parfois pour donner la mort. C'est une réalité. Hein. Voilà, ça fait partie du métier, mais vous êtes aussi là pour protéger. Pour protéger ce que vous croyez, c'est-à-dire les valeurs, d'une part, pour protéger les Français, d'autre part.
Voilà. Et ça, c'est intimement perçu à bord. C'est-à-dire que les gens sont vraiment avec cet état d'esprit-là. Alors, alors évidemment, ça apporte plein de choses. Là, vous avez voilà, des rencontres fabuleuses. Hein. Ça, c'est une rencontre avec Yves Parlier au cours de ma carrière, des conférences ou sauver des vies. Ouais, sauve des vies. Alors, sauver une vie, c'est extraordinaire. En fait, ça valorise tellement l'engagement que vous avez fait que ça vous transporte. Voilà. Quand vous savez que vous avez sauvé une vie, finalement, ça compense le moment où vous avez dû en prendre une. L'engagement va bien au-delà de l'engagement individuel. Que ce type d'engagement, je ne sais pas si c'est le cas, je pense que c'est le cas de beaucoup d'engagements en fait, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que commander des hommes, c'est être charge d'âme. Ça, c'est très impressionnant, c'est-à-dire que vous vous sentez responsable, et donc ça nécessite cette intimité avec les hommes et les femmes à bord, parce que là, vous avez par exemple l'image de marins qui sont tous décédés à bord de la Minerve. Vous avez sans doute entendu parler de ce sous-marin dans les années 70 qui avait disparu, Minerve, puis après l'année d'après l'Eurydice. Voilà, mais vous êtes conscient, enfin, voilà, vous êtes charge de ces gens-là, charge de leur relation avec la famille. C'est un engagement qui va au-delà de votre propre personne. Il engage la famille, parce que vous partez 2 mois et demi, 3 mois, et ça veut dire que votre épouse, votre conjoint, va garder les enfants, va être autonome, surtout, complètement autonome. Il y a pas de, voilà, donc vous engagez toute votre famille. Vous engagez, finalement, les enfants ne vont pas vous voir. Donc c'est sur eux que ça pèse, ça. Et donc ça veut dire qu'il faut les préparer à ça. Et ils font partie du sac. Des opérations de caractère parfois irréversible, ah oui, ça c'est assez irréversible. Heureusement, on n'a pas encore eu à le faire et j'espère qu'on ne le fera jamais. Mais il y a d'autres actions irréversibles où oui, on est obligé on peut être amené à tuer des gens. Ce qui est sûr, c'est que cette responsabilité, elle repose sur vous, mais elle émane de quelqu'un d'autre et elle émane surtout d'une nation. Et ça veut dire que vous entretenez un lien très particulier, très fort avec les 7 esprits de nation qui me semble, enfin, personnellement, voilà, moi, ça me semble extraordinairement important. Et c'est une mission qui engage finalement bien plus que la nation elle-même. Elle engage presque le monde entier. Voilà. La dissuasion nucléaire, c'est quelque chose qui engage le monde entier. Donc c'est quelque chose d'assez lourd à porter, ça nécessite beaucoup de réflexion et beaucoup d'introspection. D'où toutes les lectures que vous avez vues avant, mais d'autres encore après. C'est-à-dire une lecture philosophique extrêmement importante autour du monde de la dissuasion, qui est essentielle pour pouvoir accomplir cette mission. Malgré tout, cet engagement qui vous semble assez lourd, vous voyez, j'ai quand même insisté assez fortement sur cette importance-là, c'est un engagement qui libère. Qui libère parce que l'espace dans lequel vous êtes, l'espace maritime, il est profondément libre. Vous pouvez aller n'importe où, etc. Mais bien plus que ça, la mission en elle-même, la mission de dissuasion, et ce niveau de responsabilité nécessite que vous soyez totalement libre. Voilà. Donc le commandant, c'est l'une des rares fois, je pense, où ça arrive. On lui dit, voilà ta mission, c'est d'être paré à appuyer sur un bouton un jour, peut-être, en espérant que tu ne le fasses pas, mais voilà. Tu dois être prêt à le faire dans X heures, et tu te débrouilles. Et jamais personne ne devra te prendre, et tu te débrouilles. C'est ça la mission. Donc c'est impressionnant de se dire aujourd'hui que finalement, on part en mer avec ces hommes, ces femmes à bord, là, et on fait ce qu'on veut. On a plein de moyens à notre disposition, mais on est complètement libre. Et par contre, on est responsable, ça veut dire que quand on rentre, on va faire une lettre manuscrite, 2 pages, 3 pages maximum, au président de la République en lui disant « Voilà ce que j'ai fait et voilà comment j'ai assuré ma mission ». Mais à aucun moment, on nous dit « Fais ci, fais ça », etc. Pour que ce soit libre, en fait,
on nous fournit plein de moyens. On nous fournit autour d'un SNLE qui part en mer. Il y a plein de gens qui travaillent et qui nous apportent sans qu'ils le sachent, sans qu'ils sachent où on est, sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Ils fournissent plein de services. Et grâce à ça, en fait, on assure la permanence. Alors, on assure la permanence de la mission à l'instant donné, mais en fait, on l'assure bien plus que ça. C'est-à-dire qu'il faut former les gens. Et donc, on s'assure qu'on va pouvoir passer la main. C'est-à-dire que cet engagement, il engage bien plus que la personne qui le porte. Il engage tout un pays, il engage toute une nation, en fait. Et il engage le fait qu'il faille former les gens, s'assurer qu'on va avoir une relève, qu'on va pouvoir soutenir l'effort dans le temps. Tout ça, c'est fondamental dans cet engagement-là, qui est un engagement qui n'est pas individuel. C'est-à-dire que même si individuellement je me suis engagé, cet engagement, c'est l'engagement de toute une nation, c'est-à-dire de vous tous, pour vous protéger. C'est tout un système qui est en place, et ça, c'est extrêmement puissant, extrêmement fort, et c'est ce qui, en fait, nous protège. Alors, une fois qu'on a commandé, on commence à être un peu vieux, usé, c'est fatigant. Cet engagement, il se transforme. On aura formé les gens pour qu'ils nous succèdent. Et d'ailleurs, il faut qu'ils nous succèdent. Comme c'est un engagement qui est permanent, il faut qu'on passe la main. Et ça, c'est fondamental. Et donc, pour transmettre, moi, j'ai fait le choix, un choix particulier, qui est celui d'un autre engagement, qui est celui d'écrire. Et d'écrire pour aller dans le passé, essayer de chercher un petit peu tout ce qui nous permet de comprendre tout cet engagement, toute cette logique qui a pu se mettre en place petit à petit. Donc pour ça, on a aussi créé une fonction histoire, parce qu'on s'est rendu compte, on se rend compte en tout cas, je pense, qu'on a besoin de se connaître. Et pour se connaître, il faut revenir sur ce qu'on a été, sur notre passé. Tous, autant que nous sommes, la France a une tendance à perdre ses valeurs. Et donc, un certain nombre de valeurs fondamentales se disloquent sous l'effet de l'immédiateté du monde. Et revenir sur le passé, le raconter, permet en effet d'aller à la recherche et de mieux se comprendre, mieux se connaître. Faire ce parcours initial dont j'ai parlé, qui était un parcours finalement individuel dans ma recherche d'aventure, dans ma recherche de passion, etc. Inviter les Français à le faire aussi d'une manière générale. D'où la création d'une fonction qui est la fonction Histoire de la Marine, d'où le fait que j'écrive des livres sur l'histoire des premiers sous-marins, le premier que vous avez vu tout à l'heure, en début de ma présentation. Mais aussi le fait qu'en 2026, je me suis engagé dans une aventure qui est de fêter les 400 ans de la Marine nationale, parce qu'en 2026, la Marine aura 400 ans. Depuis, c'est la fondation par Richelieu de la Marine d'État, en fait. C'est un édit qui s'appelle l'édit de Saint-Germain, qui fonde cette marine il y a 400 ans. Et donc l'an prochain, on va fêter ça avec l'ensemble de la marine. C'est une grande aventure auquel je vous invite à participer. Pour ça, vous tapez Marine 400 ans sur Internet, Google, et vous trouverez tous les événements. Il y en a dans toute la France, avec des gros événements, notamment à Marseille, où il y aura une revue navale ou une démonstration navale le 8 mai, mais aussi entre mi-mai et mi-juin, des événements qu'on appelle jeunesse et territoires au large, qui vont rassembler la jeunesse, les territoires, les industries qui soutiennent la marine, etc., dans plus de 150 villes aujourd'hui. J'espère que Cannes nous rejoindra prochainement. Voilà. Surtout que Cannes, il y a quand même pas mal de choses à dire entre les combats des îles de l'Érins, l'amiral de Grasse, enfin bref, il y a de quoi faire. Et puis une grande fête au moment de la bataille de la Chesapeake, le 5 septembre, qui est la bataille qui a permis, gagnée par l'amiral de Grasse, et qui a permis l'indépendance des États-Unis. Voilà, c'est la France qui a amené sur les fonds baptismaux les États-Unis d'Amérique. Et en ce moment, il est bon de le rappeler. Voilà.
j'en ai terminé. Je vous souhaite j'espère que ça vous a intéressé. Oui, extrêmement intéressant. Vos applaudissements pour François Guichard. Merci de nous avoir parlé de votre carrière de commandant de sous-marin, votre engagement historique et votre rôle actuel. Merci beaucoup. On aura l'occasion, bien entendu, de dialoguer ensemble tout à l'heure et puis de répondre aux questions du public. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous accueillons à présent Héloïse Maillot-Nespo, que vous pouvez applaudir. Elle est journaliste et auteure du livre qu'elle vous signera tout à l'heure, Quand on devient aidant familial, coécrit avec la psychologue Blandine Chemin-Soc. Un témoignage où vous racontez votre fonction d'aidante, je dirais, auprès de votre mère. Vous décrivez de quelle manière votre vie a changé entre les retours médicaux, décisions à prendre, charge mentale, culpabilité, blessure, voire épuisement. Un livre sur la place des proches et celle de l'aidant. Le courage d'aider, effectivement, et ça s'intitule « Ce que l'amour ne suffit pas à faire ». Merci beaucoup pour votre intervention. On vous écoute. Bonjour à tous. D'abord, merci pour l'intervention du contre-amiral Guichard. J'ai trouvé ça passionnant, vraiment, très intéressant, très inspirant. Vraiment, ça fait du bien d'entendre ce genre de discours aujourd'hui, très engagé, vraiment. Merci à Cannes Université pour cette invitation. Pour traiter ce sujet qui est assez méconnu du grand public, j'avoue, qu'il était totalement de moi avant que je devienne moi-même aidante. Ce mot horrible, pour ma part, que je n'aime pas du tout. Ce participe présent, un peu qui évoque quelque chose de passif, quand on est au contraire dans une action démultipliée, quand on sort de soi-même, même pour accomplir pour l'autre quelque chose. Oui, ce participe présent qui nous réduit un peu à une donnée statistique, alors qu'on est dans l'inverse. On est dans, d'ailleurs, Blandine Chemin-Soc qui a coécrit ce livre avec moi. Toute l'originalité du livre, c'est qu'il y a mon témoignage et il y a à la fin l'analyse de Blandine, donc, qui est psy et qui est spécialisée sur tout ce qui concerne les maladies pathologiques et puis aussi tout ce qui concerne les deuils. Voilà. Mon document, je ne sais pas s'il va apparaître. Je peux vous parler sans le document, il n'y a pas de problème. Pardon, il faut que j'appuie ? C'est le début, voilà. Donc ce terme aidant dont je parlais, que j'ai découvert moi-même très tard, puisque je l'ai découvert quelques mois, même quelques semaines avant le grand départ de ma mère. Voilà. Alors, je vous ai mis des chiffres clés. J'ai fait, contrairement à mon témoignage, parce que dans le livre, c'était un témoignage très personnel, là, j'ai voulu réunir toutes les informations qui sont parfois difficiles à avoir, qui sont inconnues du grand public. Donc, je ne vais pas vous faire crouler sous les statistiques, mais ceux qui voudront pourront prendre en capture d'écran, notamment à la fin, j'ai réuni, en journaliste que je suis, les informations aussi pour aller puiser soi-même sur les sites, les numéros de téléphone, savoir les aides qu'on peut avoir, un peu comme un document, voilà, qui va sourcer toutes les aides que vous pouvez avoir. J'ai une petite question. Je serais intéressée de savoir si parmi certains ici présents, il y en a, je veux bien que vous leviez la main, qui ont déjà été aidants. D'accord. Et très bien. Ok. Alors, il faut savoir que 9,3 millions selon certaines sources, d'autres disent 11 millions de Français. Les aidants en France vont augmenter avec le vieillissement de la population. Donc, c'est un problème et c'est une problématique très personnelle, propre à chacun, à chaque famille, à chaque cellule familiale, qui engage. Il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement. Évidemment très personnel, mais il y a aussi un problème au niveau public, de santé publique. Les aidants sont aussi, il y a environ 400 à 500 000 jeunes. Il y a une campagne qui a été lancée par notre gouvernement qui cherche à identifier. Et toute la problématique est que les aidants soient au courant qu'ils sont aidants. Parce que quand vous le vivez, vous ne comprenez pas forcément que vous l'êtes. Et par exemple, ces 400 000 à 500 000 jeunes, qui sont parfois mineurs, qui font des études, évidemment, eh bien, c'est encore plus compliqué pour eux. Donc, on met à disposition, et l'État essaie de les cibler, essaie de les repérer. Et il y a eu des panneaux déployés en France, vous en avez peut-être vu vous-même en marchant dans la rue, pour que ces personnes puissent, jeunes ou moins jeunes, déjà se dire aidants et peuvent avoir accès à l'information et savoir qu'il y a des aides, savoir qu'on peut se tourner vers des organismes et des associations, ce qui n'a pas du tout été mon cas. Donc 60% de femmes parmi les aidants,
Oui, en effet, les femmes sont surreprésentées. Et 52 ans environ, l'âge moyen des aidants en France. 60% de femmes, je reviens juste, ce terme américain, on appelle ça le care, c'est-à-dire le soin. Les femmes sont beaucoup plus impliquées dans tout ce qui concerne les métiers du soin à la personne. Donc il y a aussi toute une... problématique sociétale qui en découle, c'est évidemment la pénalisation que cela a sur nos vies, ce qui a été mon cas pour le coup. Nous étions avec ma mère, son mari, qui a été extrêmement présent, je n'étais pas seule, qui a été extraordinaire à ses côtés, mais qui a continué à travailler, même si c'est un peu ajusté. Il a gardé son travail, une personne de chez Petit-Fils qui venait tant d'heures par jour, et puis moi qui assurais le gros des journées, c'est-à-dire de 8h, 8h30 au soir, puisque quand vous avez quelqu'un de chez Petit-Fils, évidemment, elle va venir 2h, puis 3h l'après-midi, puis elle va repartir le matin, elle va repartir le déjeuner, enfin c'est très assuré en fait. Donc il faut bien quelqu'un qui soit là constamment quand la personne, ce qui là était le cas, ne veut pas être seule ou ne peut pas être seule. Pour vous parler plus personnellement, moi j'ai commencé à être aidante après la période Covid, où j'avais lors du second confinement passé une année en Corse, puisque je suis d'origine corse. J'avais retrouvé mes quartiers parisiens assez difficilement, et toute ma carrière journalistique redémarrait enfin après un arrêt, donc durant cette période qu'on a tous vécue de façon plus ou moins chaotique. Et puis on a appris cette nouvelle donc à la fin de l'année 2022. Et l'année 2023 a commencé et on m'a fait comprendre, parmi cette famille, grande famille nombreuse dont je fais partie, 5 filles, que c'était à moi qu'incombait cette tâche, je ne veux pas dire cette tâche, cette responsabilité. Voilà. D'abord géographique, puisque j'étais la plus proche à Paris, et puis ensuite, évidemment, de proximité, puisque les danses, là, dans le cas où quelqu'un est malade, aussi lié à l'âge, il y a l'âge qui joue, on peut être aidant d'enfants handicapés, on peut être soi-même parent aidant d'un enfant jeune. Donc, on m'a fait comprendre que c'était à moi voilà, d'occuper cette responsabilité que j'ai relevée. Donc, je dis toujours, quand on me pose souvent la question dans les médias, on me dit « mais vous avez choisi, comment vous êtes arrivé à ça ?» Oui, enfin, il y avait une place qui était quand même désignée, mais j'ai relevé le défi, je l'ai fait en toute conscience. J'ai accepté de le faire. Mais on m'a quand même dit, expliqué, c'est une problématique, puisque une fois que vous êtes dans cet engagement-là, c'est pas un engagement comme celui du contre-amiral de choix de vie. C'est un engagement, en tout cas de destin de vie, de profession. C'est un engagement qui, justement, un peu chamboule tout dans votre profession et dans votre vie. Donc voilà, pour déjà vous expliquer le tableau, et j'ai déménagé donc pour me retrouver près de ma mère, là vraiment à 20 minutes, 25 minutes de chez elle, pour pouvoir faire mes allers-retours et donc être coupée de Paris, donc être coupée en grande majorité de mon travail, tout en gardant quand même un îlot un peu d'autonomie, mais c'était de plus en plus compliqué. Alors, dernières enquêtes et enseignements, ça c'est les sources. Quand on devient aidant familial, c'est le livre. Bascule identitaire. Voilà, donc ma mère a eu un cancer, peu importe la maladie, ça reste pareil, les mécanismes sont les mêmes. Alors, avant les danses, premier signe, avant les danses, il y a souvent, je ne sais pas pour ceux qui ont vécu ça, mais on est déjà quand même souvent impliqué auprès de la personne. On est spécialement proche de la personne. Il n'y a pas un matin où on a un appel, un coup de fil, sauf, et j'en parle dans le livre, c'est très important pour moi, parce que quelque part, j'ai eu l'impression, c'est comme ça, tout ce que je vais vous livrer, ça reste personnel, c'est mon opinion quand je parle de mon témoignage. Mais je pense qu'il y a une forme de retour à l'envoyeur, c'est-à-dire que quand la source originelle a été tarie, quand vous avez eu un parent maltraitant, négligent, c'est très compliqué, je pense, de pouvoir rendre l'appareil après. Moi, je connais quelqu'un, une femme adulte, qui m'a dit moi, je rendrai le service minimum, c'est-à-dire il faudra que ma mère ait un toit, il faudra qu'elle ait des soins, et que je sache qu'elle ait à manger. Mais c'est tout. Je ne pourrais pas m'engager émotionnellement. Quelqu'un qui a une mère très maltraitante. Je n'ai pas eu du tout, moi, cette problématique, puisque voilà, on a eu un lien extrêmement proche qu'on avait conservé avant. Donc chacun pourra prendre en considération le fait qu'il
s'engager dans les danses, en effet, il n'y a pas un modèle parfait, il n'y a pas une façon de procéder qui est la même pour tous. C'est vraiment un parcours extrêmement personnel qui est le reflet du lien que vous avez avec la personne. Je ne sais pas ceux qui ont été aidants ici, si vous êtes d'accord et si c'est ce que vous avez vécu, mais on sent bien qu'il y a un écho, il y a quelque chose qui fait écho aussi à l'enfance, à tout ce qu'on a reçu, qu'on rend quelque part. Et c'est aussi ce qui est très beau. Dans une société où on oublie la beauté du lien, ce que j'appelle la dentelle de la vie, ce qui est le plus important. Les danses est un sujet pas du tout glamour, pas du tout facile à porter dans l'espace public, ça fait peur. On parle de maladie, on parle de mort, et pourtant, il y a des moments merveilleux, il y a des moments très beaux d'échanges, de liens, de récits, puisque souvent en fin de vie, on a besoin de raconter, on a besoin de dire. Moi, ma mère m'a confié des choses sur son histoire qu'elle n'avait jamais confiées avant, qu'elle n'avait jamais racontées. Donc il y a eu ces moments-là vraiment chargés d'humanité qui aujourd'hui me portent encore. Alors pendant les danses, alors on aide pendant les danses, on est très présent évidemment. Voilà, comme je vous l'ai dit, en ce qui me concerne, moi c'était une organisation de vie où tous les matins, j'avais mis donc une hygiène de vie très stricte en place, notamment un été, pour vous raconter. Ça a duré 2 ans, de 2023 à... là, on est en 2025 bientôt. Le 4 décembre, ça fera 2 ans que ma mère est partie. Donc, ça a commencé... oui, c'est ça, elle est partie en 2023, donc en 2021. Et... excusez-moi si je me trompe dans les dates, ça a duré 2 ans en tout cas. Voilà. Pour vous raconter un été où son mari travaillait, et donc il ne pouvait pas s'occuper d'elle, et la personne chez Petit-Fils ne pouvait pas rester. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait tout juillet-août ? D'abord, il y a un coût matériel pour les danses. Ça coûte de l'argent d'avoir quelqu'un qui vous aide à domicile. C'est aussi compliqué, il y a des familles qui ne peuvent pas se payer ça et se l'offrir. Et cet été-là, moi qui voulais un peu reprendre un peu des forces et travailler parce que j'étais en manque de ça, même si j'ai gardé quand même des piges dans les articles que je pouvais faire derrière mon ordinateur quand j'étais chez elle, ma mère n'était pas contente, elle voulait que je reste avec elle et j'ai décidé, et je lui ai dit d'accord, je vais rester, je vais pas travailler, je vais rester avec toi tout juillet, tout août. Là, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, il y aura personne pour défusionner notre lien, il y aura pas la personne qui était de chez Petit-Fils qui a été une véritable alliée. Qui sera présente. Donc, j'ai dû moi-même trouver un peu des subterfuges et des façons quotidiennes de vivre nos vacances en n'étant pas, comme dans le livre je dis, deux dames de compagnie qui se regardent dans le blanc de l'œil à compter notre exaspération croissante. Horrible. Hors de question de vivre ça. Donc j'ai compensé, et mes petits moyens dont je parle dans le livre, écoutez, c'est tout ce qui fait la beauté de la vie. J'ai fait du sport tous les matins. J'allais me promener tout le temps avec mon chien dans la nature, avec une proximité avec les animaux. D'ailleurs, jusqu'au bout, ma mère a été très proche de ses chats, de ses chiens, 3 chats, 2 chiens, plus le mien. Vous voyez, la maison était assez gaie. C'était toute une infrastructure à faire vivre, que j'ai fait vivre pendant 2 ans. La culture, moi j'ai grandi avec le cinéma français, la nouvelle vague, Hollywood. Donc on a revu des films. Je me suis fait un cycle Alain Delon. J'ai vu 27 films d'Alain Delon pendant le mois de juillet et d'août. J'ai noté, puisque j'ai noté les titres, les réalisateurs, les années. J'ai revu ces merveilleux films et un de mes chapitres s'appelle Che gioia vivere, film franco-italien, parce qu'il a beaucoup travaillé à l'époque dans le cinéma italien, évidemment. Je ne vous parle même pas du Guépard ou de Rocco et ses frères. Et le fait d'avoir reparlé de ça à ma mère, eh bien, ça l'a transcendé. Je l'ai vu se relever. Je l'ai vu se rhabiller. Grâce à la magie du cinéma. Et voilà, la magie du 7e art. Vous voyez ce que la culture et le cinéma peut accomplir et ce que la culture peut accomplir. N'oubliez jamais ça. À une heure où plus personne ne va dans les salles de cinéma et où la culture paie le prix cher de certaines politiques gouvernementales. Donc, j'ai mis en place... Alors moi, c'était mes recettes. À vous de trouver les vôtres, si un jour vous êtes confrontés à ça. Ça évoquera certainement en vous, ceux qui ont vécu ça, des réminiscences. On trouve des moyens pour tenir, parce qu'il y a une répercussion aussi dans sa vie privée. Pour les personnes qui sont en couple, pour en avoir parlé avec 1 ou 2 personnes, le couple en pâtit beaucoup.
souvent parce qu'on est fatigué, parce qu'on est irascible, parce qu'on n'a plus le temps de s'investir non plus dans une vie sociale. Le soir, quand on rentre, on est vidé. Donc, aller discuter de choses et d'autres, c'est pas franchement très... c'est pas facile, hein. On est pris dans cette espèce d'effort physique du faire. On n'est pas dans l'observation ou l'analyse de ce qu'on est en train de faire. Les mots viennent, mais après, ce qu'on vit est compréhensible après. Donc voilà, le pendant. Que vous dire d'autre sur le pendant ? J'aimerais bien, je ne sais pas si c'est autorisé, en tout cas si quelqu'un a des questions, parce qu'on n'a pas fait des questions. Donc Ah, on le fera, d'accord. C'est important quand même d'interagir. Voilà. Alors, ensuite, l'après, on ne sort pas vraiment de l'aidance. D'ailleurs, le soir, quand on rentre chez soi, on est toujours aidant. Hein. On ne s'arrête pas. Moi, ce que je raconte, justement, c'est que j'avais du mal à en parler parce que les personnes qui n'ont pas vécu ça, c'est un peu compliqué. Vous-même, non, vous n'êtes pas dans l'analyse de ce que vous vivez sur le moment. Vous êtes fatigué. Et puis, il y a aussi la répercussion sur la santé. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à avoir des symptômes. Moi, j'ai commencé à avoir des symptômes. Un matin, je me suis réveillée et je n'arrivais plus à avaler ma salive. Impossible. Voilà, ça m'a fait peur quand même. J'ai dû m'asseoir sur mon lit, j'ai essayé. Au bout de 5-10 minutes, j'ai réussi. Ça bloquait. Un autre soir, j'ai eu l'impression, en mettant ma main sur mon ventre, d'avoir mon ventre qui gonflait, comme ma mère avait un de ses symptômes. Pas du tout. Mais j'avais l'impression d'avoir quelque chose à l'intérieur de mon ventre. Il y a des vases communicants. Vous êtes tellement proche de la personne, en plus quand c'est votre maman, il y a quelque chose de l'ordre du fusionnel hein, qui s'opère. Et il y a un sondage qui montre que une partie des aidants meurent avant la personne qu'ils aident, notamment les conjoints. Voilà. Donc là, évidemment, il faut absolument demander de l'aide, ce que j'ai fait. Hein. J'ai demandé de l'aide à un thérapeute pendant 2 mois. Et après, ça allait beaucoup mieux. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ça. C'est très important. Bon, le suivi médical, c'est très mitigé. Moi, j'ai eu affaire à des médecins extraordinaires. Vraiment, et puis à d'autres qui étaient une catastrophe. Voilà, donc je ne sais pas, chacun aura sa propre expérience. Il y a un système qui fait que c'est très étrange. Une fois qu'il limite à la limite de la maltraitance, une fois. D'ailleurs, sujet très important pour moi, la maltraitance. On remarque que, et il y a des enquêtes qui sortent aujourd'hui, des articles qui sortent de plus en plus, malheureusement, sur la pédocriminalité et sur les agressions faites aux enfants, notamment dans les milieux de l'enfance où ils sont l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Hein. J'ai aussi beaucoup été engagée dans la cause animale un certain temps. Les milieux où les maltraitances opèrent, c'est là où les prédateurs sont. Les enfants ne peuvent pas parler, pour la plupart, en tout cas restituer comme dans une parole d'adulte ce qu'ils ont vécu, les animaux, et puis évidemment les personnes âgées, les personnes malades. Ce sont des lieux où opère la maltraitance. Moi, lorsque j'ai eu affaire à cette jeune femme qui est restée avec nous de chez Petit-Fils, j'ai tout de suite eu le réflexe de dire, elle a accès au porte-monnaie, elle a accès à ma mère beaucoup, elle a accès aux animaux, est-ce qu'elle est à la hauteur de la tâche ? Parce que tous les jours, ça veut dire aller faire les courses avec la carte bleue. Donc il y a tout un questionnement aussi autour de l'opérationnel qui se pose. Et donc j'ai parlé avec cette personne, elle était extraordinaire et ça a été une de mes meilleures alliées. Mais c'est important aussi de le relever. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on a affaire à un thérapeute ou à quelqu'un qui vient aider, moi je ne donne pas un chèque en blanc les yeux fermés. Donc il faut faire attention à ça aussi. Il faut faire très attention, mais en discutant avec les personnes, on peut tout à fait... vérifier qu'on ait affaire à quelqu'un de confiance. L'après, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé un écho dans votre témoignage de ces métiers comme ça qui sont passionnés, quand on parle d'engagement, il y a quelque chose de l'ordre de la passion qui s'opère, même si là je ne parle pas de choix de vie, hein, mais quid de l'après, quand la personne n'est plus là ? Là, c'est vertigineux. Il y a aussi une place que vous donne la société, une place que vous avez, vous ne réfléchissez pas, vous vous levez, vous êtes constamment en train de dire bon, il faut que j'y aille, il faut que je sois là, puis la personne vous sollicite beaucoup, vous êtes aussi à sa disposition énormément, c'est-à-dire que quand la personne ne veut pas rester seule et que vous devez vous éloigner pour un dîner, pour un rendez-vous professionnel, c'est toute une infrastructure à mettre en place, il faut dire, il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut faire si ça l'angoisse ? Donc votre vie sociale en pâtit, mais vous avez donc une importance
vous jouez un rôle. Vous êtes un peu un sauveur quand même, hein, il faut le dire. Vous êtes... Alors voilà, quand ça s'arrête. Quand ça s'arrête, c'est vertigineux. Et j'avais entendu une des chroniqueuses de Cyril Hanouna qui s'occupait de sa maman pleurer dans une émission de télé et dire mais ces mots, c'était presque maintenant je ne sers plus à rien. Voilà. Ça, c'est une question à laquelle on fait face, au vertige du vide. Quand la personne s'en va, vous avez tout ce maelstrom d'allées, de venues autour de l'enterrement. Vous n'êtes pas seul, il y a la famille, les amis, on se réunit. Mais quand la porte se ferme, c'est fini. Et là, il faut retrouver une dynamique, il faut retrouver un sens. Donc, pendant les danses, il faut garder quand même toujours de vue que ça se terminera, même si on ne sait pas quand, et garder ce qui vous tient en haleine, votre passion de vie, votre chemin de vie, et toujours rester connecté à ça, pour ne pas vous effondrer. Parce qu'après, c'est un peu le syndrome du nid vide. Hein. Vous savez, quand une maman voit ses enfants partir, et c'est l'angoisse parce qu'elle se retrouve toute seule. Moi, j'ai continué à travailler, je suis passionnée par mon métier, et j'étais très engagée sur plein de choses par rapport à mon métier. Et donc, ça, j'ai jamais quitté ça de vue. Parce que mes journées en tant qu'aidante, c'était pas prendre le thé avec ma mère. J'arrivais, il y avait les animaux, il y avait la maison, il y avait mes interviews, on avait un échange intellectuel très fort. Elle-même était journaliste et grand reporter. Donc, on a continué à échanger toutes les deux beaucoup sur l'actualité, qu'elle écoutait énormément. Donc, je pense que il ne faut pas se laisser happer comme ça. La question de l'égoïsme que vous avez soulevée, elle est très intéressante. Parce qu'à un moment, dans mon livre aussi, je dis, est-ce que je me suis pas, à un moment, j'ai pas été tentée de me draper dans le rôle de la sœur la plus vertueuse, la plus... Voilà, je me suis posé cette question-là en me disant... finalement, chacune de mes sœurs a un rapport différent à ma mère. Donc, j'ai pas voulu m'ériger en moralisatrice. Et les choses à se dire ont été dites entre nous. Mais c'est une question intéressante, voilà, je trouve, que je soulève. Alors, impact psychologique, 47% des aidants déclarent au moins une conséquence sur leur santé. Je vous en ai parlé. 37% déclarent au moins une conséquence sur leur santé mentale. Oui, alors évidemment, hein, fatigue morale, anxiété, dépression, ça, voilà, très très fatigué. Risque de syndrome dépressif pour les seniors cohabitant avec une personne en perte d'autonomie. Alors, oui, en effet, dépressif, je ne sais pas. Moi, la thérapeute que j'ai vue a voulu me mettre sous antidépresseur, j'ai dit non. En revanche, comme je faisais des insomnies, puisque ma mère ne dormait pas la nuit, donc en plus, je m'attendais à avoir des textos tout le temps. J'avais beaucoup de mal à dormir. Elle m'a donné 2 mois d'anxiolytiques pour dormir. Alors oui, vous dormez, vous êtes reposé. Les pertes cognitives, moi, je les sentais quand même. Donc, au bout de 2 mois, j'ai arrêté. C'est pas du tout recommandé. Ma psy m'a dit, mais comment ça, vous avez arrêté sans me le dire? J'ai dit, bah oui, pas de problème. Et vous avez réussi, vous n'êtes pas dépendante? Non, pas du tout. Donc, voilà. Donc, mais c'est pas conseillé. Mais pour vous dire que il suffit pas... on peut très bien ne pas être senior et avoir des symptômes aussi, hein, d'insomnie ou ce genre de choses. 35% des seniors qui cohabitent avec une personne en perte d'autonomie pourraient présenter des syndromes, ok. 39% d'entre eux ont consommé une fois un médicament anxiolytique, antidépresseur, facteur aggravant, trouble cognitif de l'aider. Et oui. Quand j'ai écrit mon livre, j'ai un très gros, et d'ailleurs vous en avez été témoin tout à l'heure, un problème de date. J'ai du mal à dater. Voilà, j'ai eu du mal à me souvenir et j'ai dû parfois rappeler mes sœurs, que j'appelle mes précieuses dans mon livre, pour leur dire mais attends, ça c'était quand? C'était quelle date dans notre histoire? J'avais un peu du mal à me souvenir. Alors je sais pas. Est-ce qu'il y a une sorte de choc après la mort, sachant en plus que ma mère a été dans le déni de sa maladie, parce qu'elle s'est pas du tout faite soignée, sauf aromathérapie. Donc au début, je ne pouvais pas dire qu'elle avait un cancer. Hein. Je ne pouvais pas en parler avec elle. Elle n'avait rien. Donc ça a été aussi assez problématique. Il fallait gommer totalement cela. Facteur aggravant, troubles cognitifs de l'aidé, aide quotidienne, sentiment d'isolement de l'aidant. Bon, sentiment d'isolement, c'est sûr. Après, il y a plein de moments de joie, hein, j'insiste. Hein. C'est pas que de la tristesse. J'ai, moi, emmagasiné ce que mes sœurs qui n'ont pas fait ça n'ont pas eu. Moi, j'ai reçu. J'ai reçu une mémoire. J'ai reçu des conseils. J'ai reçu énormément d'échanges.
Elle m'a transmis énormément de choses. Quand je travaillais mes interviews en presse écrite, ma mère a collaboré à La Vie catholique, au Courrier du Cœur Psy. Elle a repris la rubrique dans le groupe Marie-Claire, dans le magazine Avantage. Elle avait également collaboré en reprenant la rubrique de Françoise Dolto. Et elle a été aussi journaliste culture à Antenne 2. Elle a fait beaucoup de télé. Mes parents se sont rencontrés à l'ORTF, dans les couloirs d'Antenne 2. Mon père est grand reporter de guerre. À nouveau, je connais ce que c'est qu'une famille dont le père s'éloigne des mois, sans nouvelles, sans téléphone à l'époque. Oui, votre témoignage a vraiment fait écho. Donc voilà, donc il y a eu un échange intellectuel très fort, très très fort. Et une transmission, c'est le mot que je cherchais. Il y a eu une transmission. Ça, c'est très beau. Parce que je ne voudrais pas donner une image, maladie, dépression. C'est pas que ça, du tout. Pas du tout. Nous, on s'amusait. Dans le livre, je raconte. Je faisais la cuisine, je mettais la musique à fond, on écoutait plein de musique, et je cuisinais, et on riait. C'était très gai, c'était très vivant. Et on mangeait beaucoup aussi. 19% des aidants rapportent des conséquences physiques, j'en ai parlé. 8% des seniors aidants déclarent être en mauvaise ou très mauvaise santé. Malheureusement, évidemment, j'imagine avec l'âge, forcément. Alors oui, alors ça, je vais essayer de vous en parler sans pleurer, parce que je vais réussir peut-être une fois à en parler sans pleurer, mais oui, on me demande aussi souvent dans les médias quelle a été votre limite. Moi, ma limite, ça a été la limite physique, puisqu'il y a eu un moment où il a fallu que je la soutienne, et j'ai pas pu. Elle est partie 2 jours et demi après. Quand elle s'est rendue compte que toute notre organisation de vie de 2 ans n'était plus possible, parce que quand j'étais seule avec elle, il fallait bien qu'elle puisse se lever à un moment ou à un autre, plusieurs fois dans la journée. Voilà, vous imaginez pourquoi. Je ne pouvais pas, et j'ai pas pu. Donc on s'est retrouvés sur le sol. Et donc j'ai dû appeler un homme pour qu'il vienne nous sortir de cette situation. La limite physique est évidemment une des limites. Et dans les danses, il y a aussi la question de dire « je ne suis pas toute puissante. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas sauver ». Ça, c'est difficile à accepter. Il y a un travail à faire là-dessus. 72% des aidants ont déjà travaillé en étant malades. Les aidants déclarent systématiquement un état de santé moins bon que la population générale. Prévention recommandée, oui, surtout, c'est que ça peut durer très longtemps. Moi, ça a duré 2 ans, mais il y a des personnes, ça peut durer 10 ans, vous voyez. Donc c'est là où il faut vraiment qu'il y ait des structures pour pouvoir aider ces personnes. Prévention recommandée, qualité du sommeil, je vous en ai parlé, nutrition adaptée, activité physique régulière, moi je faisais 1 heure de sport tous les matins, formation aux gestes d'aide, importance du répit régulier pour prévenir l'épuisement physique et les risques associés, voilà, donc il faut bien se faire suivre par son médecin. Vie sentimentale et familiale, risque identifié, isolement social progressif, tension au sein de la famille, redistribution des rôles familiaux traditionnels, épuisement du couple et de la relation. Facteurs protecteurs, partage équitable de la charge des danses, oui, maintien des relais amicaux, participation à des groupes d'entraide entre pairs. Alors ça, pour moi, c'était l'horreur, comme ça. Aller parler devant un groupe de ça, j'en aurais été incapable. Parce que quand j'ai d'ailleurs découvert ce terme d'aidant, j'ai eu un rejet total et j'ai appris après que je n'étais pas du tout la seule. Il y a plein d'aidants qui réagissaient comme ça. C'est comme si pour moi, j'étais dans un devoir filial, quelque chose de l'ordre de l'amour, en fait, du normal, du naturel. Et tout d'un coup, la société me donnait une place, quelque chose, c'est comme si j'étais dépossédée de quelque chose de l'ordre de l'intime. Alors je sais que dans un discours féministe, on va dire que l'intimité, même la chambre, est politique. Mais moi, j'avais pas envie d'être dépossédée de ça. J'avais pas envie que l'État vienne me nommer, me dire voilà, tu es ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si vous voyez un peu cette sensation d'être dans une bulle comme ça, une bulle protectrice où on fonctionne à 4. On s'appelait les 4 fantastiques. Donc son mari, ma mère, la jeune femme de chez Petit-Fils et moi. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'est un problème sociétal. C'est assez bizarre. La sensation est assez bizarre. Et pourtant, je pense que ça peut aider plein de personnes. Donc les contacts sont à la fin du document. Redistribution, ça j'en ai parlé. Participation, retour à la médiation familiale. Relation de couple, je vous l'ai dit aussi, risque de déséquilibre, manque de temps pour la relation, intimité réduite, repositionnement du rôle d'époux, d'épouse à aidant. Voilà. Donc en effet, communiquer, ça sert. C'est sûr que j'aurais aimé rencontrer quelqu'un qui aurait vécu ça. En revanche, parler de personne à personne avec quelqu'un qui aurait eu cette expérience, ça m'aurait beaucoup aidé, ce qui n'était pas le cas. Donc je me confiais dans mes limites à une amie très proche. Et puis pour l'opérationnel, j'avais une sœur aussi qui était assez présente. Mais toutes les questions
philosophique. Oui, c'est important. Ce que je veux dire aussi, c'est que les danses, on est à un carrefour qui pose toutes les grandes questions de la vie. L'amour, comment je vais aimer ? Qui je vais être ? Est-ce que je vais aimer de façon qualitative ? Comment je vais m'y prendre ? J'en parle aussi beaucoup dans le livre, quelle a été ma place d'enfant, donc quelle va être ma place d'adulte. Est-ce que quelqu'un qui est dans le déni, c'est à moi de lui dire et de lui rappeler qu'elle est périssable et son propre dépérissement ? Non, moi je ne crois pas. Il y a des personnes qui abordent ça, qui veulent absolument, de façon carrée, dire les choses. Moi, j'avais pas envie de mettre un spot sur la maladie de ma mère si elle-même n'avait pas envie de le faire. Je ne sais pas si vous voyez ce très beau film de Roberto Benigni, La Vita è Bella, et la façon dont il transcende en réinterprétant ce qu'il fait. Il sait très bien que c'est pas la réalité, mais il le fait pour son fils, pour lui faire supporter les camps de concentration. Et j'étais vraiment dans cette démarche-là, de rendre les choses plus belles. Et j'ai tout essayé avant. Hein. J'ai essayé qu'elle fasse ses traitements, j'ai essayé, c'était impossible. Donc après, il restait plus que ça. Partager ses ressentis, prévoir des temps dédiés à la relation en dehors de les danses. Quand ma mère est partie, j'ai eu une relation 3 semaines après. J'ai rencontré quelqu'un 3 semaines après. Vous voyez, je me suis lancée, ça m'a littéralement sorti la tête de l'eau alors que j'étais en plein choc et j'étais en plein deuil, vraiment. Donc ça, oui, ça a été incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas du tout être capable de vivre quoi que ce soit, et ça m'a vraiment, vraiment énormément aidée. 60% des aidants sont des femmes, 29% des femmes aidantes sont à temps partiel, contre 13% des hommes aidants, et 240 € contribution financière moyenne mensuelle des femmes, contre 310 pour les hommes. Stress au travail, épuisement professionnel, charge mentale trop importante, évidemment, puisqu'il y a des personnes qui ont des enfants, en plus, quand ils rentrent chez eux, quand les mères rentrent chez elles, elles ont encore la maison à faire tourner, la famille. Et 80% des femmes aidantes se soucient davantage de la santé des autres que de la leur. Association et structure d'aide. Association française des aidants. Réseau national de café. Voilà, là vous avez toutes les... Ça c'est important pour ceux qui veulent prendre en photo. Vous avez des références pour vous renseigner, les numéros de téléphone, les sites, voilà, plateformes, etc. Alzheimer, Parkinson. Donc je vous laisse prendre en photo. Avec une journée nationale des aidants qui existe à ce jour. Dorénavant. C'est bon, j'en vois certains prendre en photo, ça y est. Alors, toujours pareil, vous pouvez continuer à prendre en photo, pour ceux que je voyais prendre des photos. Vous avez toutes les informations, congé proche aidant jusqu'à 3 mois. Toutes ces infos, je les ai eues après, hein. Je n'étais pas du tout au courant pendant. Assurance vieillesse des aidants, solutions de répit, service public départemental de l'autonomie, ressources en ligne, guide, besoin de répit. Voilà, c'est bon. Également, troisième stratégie nationale, agir pour les aidants, dont je vous parlais, que voilà, l'État a mis en place, communiquer, repérer, informer. Axe 2, renforcer l'offre et l'accès au répit. On a créé 6000 places supplémentaires d'accueil temporaire. Structuration du relayage à domicile, renforcement de l'offre de séjours vacances-répit. Notamment, je crois qu'il y a des bourses, des aides à la bourse aussi pour les étudiants qui sont aidants les plus jeunes. Soutenir les aidants tout au long de la vie. Mesures spécifiques pour les jeunes aidants, bourse, aménagement d'études, aidants actifs, voilà. Et puis, vous avez l'AJPA également, qui est l'allocation journalière du proche aidant. Voilà, toutes les informations pour vous renseigner. Projection à 2030, ça c'est intéressant, ce dont je vous parlais. Rythme, environ plus de 20 000 personnes par an jusqu'en 2030. Donc on va avoir voilà, accélération après 2030. Plus de 40 000 personnes dépendantes par an. Ça va doubler par rapport à 2020, en 2030-2040. Arrivée des générations du baby-boom aux âges très avancés. Voilà. Donc c'est un sujet dont on va de plus en plus parler. Je vous vois tous. Je suis désolée. L'humour a eu beaucoup de place dans notre... Oui, je raconte une petite anecdote juste assez rigolote. Quand, dans tout cet étrange voyage que j'ai fait avec ma mère, vers la fin, quand j'arrivais chez elle le matin, c'était dans l'obscurité totale. Elle n'avait plus de repères spatio-temporels. Elle dormait plus, elle écoutait la radio, les infos. Donc elle était hyper au courant. Elle me racontait des trucs, ce qui se passait en politique, moi qui m'intéressait. Ça, c'était assez marrant. Puis jusqu'au bout, elle était extrêmement engagée dans ses prises de position. Et vers la fin, parfois, elle dormait la journée. Et je travaillais en face de son lit, dans sa chambre. Il y avait
le bureau en face, et donc j'avais mal aux yeux, et puis à un moment je me suis dit elle dort, mais je vais prendre un livre, je vais lui proposer de faire la lecture, comme dans Autant n'emporte le vent, quand les femmes se retrouvent toutes seules et qu'ils vont tous régler leur sort aux Yankees, et elles sont à la lumière de la bougie, elles lisent, elles se racontent une histoire, et j'ai eu cette image tout d'un coup qui a surgi dans ma tête, et j'ai pris un livre et je lui ai lu La Comtesse de Ségur, les contes et merveilles, etc. Et à un moment, c'était marrant parce que je lui demandais, mais tu veux que je continue ? Je ne savais pas si ça l'épuisait. Elle me disait, non, continue, continue. Et parfois, j'avais l'impression qu'elle n'était plus là. Et à un moment, je lis La Comtesse de Ségur dépeindre un portrait de sorcière abominable. Et je dis, mais je ne savais pas que la Comtesse de Ségur connaît... Et là, je dis le nom de quelqu'un de notre famille. Et ma mère explose de rire. Donc, elle était là. Elle était présente. Et je pense que c'est très important de continuer à rire jusqu'au bout. Et nous, elle nous a fait rire même à l'hôpital. Voilà, pour moi, l'humour, c'est salvateur, vraiment. Et entendre ma mère rire ce jour-là grâce à la Comtesse de Ségur, ou l'entendre rire devant Mélodie en sous-sol, dans Riverneuil avec Belmondo et Jean Gabin, vraiment, c'était un éclat de rire, c'était tellement drôle, la scène au bar, si vous le revoyez. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc écoutez, peut-être les hasards n'existent pas. Et voilà, donc ça, c'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Donc, il faut rire, toujours. Ne jamais oublier, plus important dans la vie. Conclusion et ressources, messages clés. Bon, voilà, c'est un résumé un peu de tout ce que le document dit. Toujours des ressources pratiques, également, portails nationaux, numéro unique. J'ai remis ici des informations. J'attends que vous preniez en photo. Voilà. Alors, en revanche, je vous les ai mis, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Comme je vous l'ai dit moi-même, je n'ai pas fait appel du tout à des organismes externes. Et voilà, ce sera la fin de ce que j'avais à dire. Un immense merci infiniment pour votre témoignage. J'ai été très longue. Vous n'avez pas été très longue, vous avez été... C'était très bien, merci pour votre témoignage. Je rappelle... Je me rassois. Non, restez avec nous, j'appelle l'amiral à nouveau à nous rejoindre pour parler, effectivement, on va échanger, peut-être une autre personne nous rejoindra aussi tout à l'heure. On va... Merci pour vos témoignages forts tous les deux. Vous faites écho, bien entendu, concernant vos différents engagements. On va procéder différemment. Je vais peut-être pas poser les premières questions, je vais vous demander, vous, de les poser, les premières questions, parce que j'imagine que vous en avez très certainement à poser à Héloïse et également à François Guichard. Et puis après, on échangera, on va échanger pendant une petite demi-heure, puisqu'il y aura une séance également de dédicaces. Je salue également la présence de Martin Hirsch dans la salle, qui interviendra cet après-midi. Merci, Monsieur Hirsch, d'être parmi nous aujourd'hui. On interviendra ensemble justement sur l'engagement de la jeunesse. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous déjà une première question que vous aimeriez poser par rapport à tout ce que l'on vient d'entendre à l'instant concernant l'aidant, ce courage, je dirais, d'aider, et puis également l'engagement d'une vie, également celle de l'amiral François Guichard. Pas de questions pour l'instant, parce que j'ai vu qu'il y avait parmi vous des aidants. Vous avez peut-être besoin, je ne sais pas, de Madame, allez, attendez, je ne sais plus où est... C'est là, voilà. Allez, monsieur peut-être, et madame après, peu importe. C'est toujours difficile, la première question. Je vous en prie. Ma deuxième question. Moi, je veux vous remercier de la qualité de vos interventions. Le point commun qu'il y a entre vous-même, Héloïse Maillot-Despo, et l'amiral, ici présent, c'est le mot de transmission. Vous, vos parents, ils vous ont transmis les valeurs de la vie, les valeurs d'un monde, et vous en avez fait vous-même votre propre force, et aujourd'hui, vous nous redonnez cette transmission pour nos jeunes, et ma question viendra après. Quant à vous, on est tous, j'ai vu les doigts se lever, des aidants, des aidantes. Et mes deux questions qui vont vers vous, c'est deux questions que vous avez soulevées, mais je voudrais que vous les repreniez. Quand on va voir un médecin, qu'on aide quelqu'un, la première question qu'il pose, il demande au malade « Comment allez-vous » Jamais, et je dis jamais, il n'a demandé « Comment allez-vous » Et une fois, je lui dis « Je suis plus malade que la malade ». Il m'a regardé, il était surpris. La deuxième remarque que je ferai, c'est la famille. Horrible, la famille.
et Dieu sait si je la respecte, elle fait partie de notre culture, c'est quand vous avez les frères et sœurs qui vous disent « Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Moi, j'aurais fait ceci, moi, j'aurais fait cela. » C'est horrible, cette pression. Et le jour où on n'y est plus, après avoir passé le deuil et après avoir retrouvé cette humanité que vous avez si bien décrite, on passe à l'addition. Tu as profité matériellement, tu as mangé avec maman ou avec papa, tu as profité de la voiture, tu as profité du logement. On fait l'état des lieux. C'est horrible, parce qu'on a laissé passer toute l'humanité. Alors, ma question est celle-ci. On n'est pas formé pour cela. Mais on n'est pas formé pour cela. Comme on n'est pas formé pour être parent. On le fait avec le cœur, mais dans la vie, on ne cherche pas à coup de bons sentiments. Vous avez tenté, vous avez eu un défi, vous avez réussi, c'est beau, et on fera essayer de faire comme vous. Quant à vous, amiral, la question que je pose est celle-ci. Quand j'étais beaucoup plus jeune, le hasard veut que j'ai servi dans la marine, j'aurais pu être sous votre ordre, la phrase était celle-ci. Engagez-vous pour voir du pays. Et aujourd'hui, le président de la République dit engagez-vous pour votre patrie. Comment voyez-vous ces jeunes qui aujourd'hui doivent penser la liberté, penser la paix, ou penser EN, ou penser à haine, la guerre qui est pour arriver? Est-ce que les jeunes sont prêts à mourir, même s'ils ont envie de s'engager? Merci, monsieur, pour votre question. Amiral, je vous laisse répondre. Et puis après, Héloïse, bien entendu. Alors la jeunesse, je pense, elle est, les jeunes, je les côtoie assez régulièrement parce qu'on a tout ce qui est préparation militaire marine. Elle est, si vous voulez, c'est pas l'engagement qui leur fait peur. Ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir du sens, donner du sens à leur action, qu'ils s'engagent à droite, à gauche, peu importe. C'est ça qu'ils veulent. La difficulté que l'on a, c'est que dans l'environnement médiatique, moderne, tous ces réseaux sociaux, etc., en fait, ont tendance à presque plus isoler qu'à mettre en relation. Dans ce cadre de cet isolement, ça met des œillères, ça empêche les gens de s'ouvrir et d'ouvrir leur chakra, leur esprit à d'autres choses, à ce qu'ils n'ont pas connu. Et du coup, ils enferment leur sens, souvent, dans un petit univers. La grande force je dirais, du service national, tel que moi je l'ai pu le connaître, mais aussi des engagements type préparation militaire marine, peut-être le service militaire volontaire, c'est que l'idée première, c'est ça pousse les gens à sortir de leur cadre, à aller au contact de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que ça va les sortir. La grande force du service national, c'était finalement, on mettait tout le monde ensemble. Bon, alors il avait le côté obligatoire qui était sans doute un côté désagréable, et puis en plus de ça, il avait un côté injuste, parce que c'était obligatoire seulement pour 25% de la population masculine, en plus, donc vous imaginez, c'était un vrai sujet. Mais au-delà de ça, ça permettait de mettre les gens ensemble et d'avoir cette grande ouverture d'esprit, ouverture à l'autre, sortir du milieu familial. La famille, c'est super, ça vous pousse, mais ça vous enferme aussi un peu. Donc c'était au bon moment. L'âge de 18 à 25 ans, je pense que c'est l'âge idéal pour faire ça. Alors il a peut-être un peu monté d'ailleurs avec notre société, mais en tout cas c'est fondamental. Donc moi je pense que la jeunesse, elle a envie de sens surtout. Et quand je les rencontre, voilà, ils n'ont pas peur de l'engagement, ils n'ont pas peur de donner. Voilà. La jeunesse est plutôt généreuse. Donc moi j'ai confiance en elle. Enfin, voilà. Maintenant à nous de les préparer à s'ouvrir. C'est comme une fleur, hein, ça s'ouvre quand il y a du soleil. Et l'instauration, je vous pose la question de ce service militaire volontaire. Le chef de l'État a dit la jeunesse a soif d'engagement. C'est une bonne chose pour vous?
Que la jeunesse ait soif d'engagement. Non, oui. qu'il a à nouveau ce service militaire volontaire. Oui, alors en fait la difficulté Mixte. c'est Mixte, oui, exactement. La difficulté c'est cette transformation. Mhm. Les armées aujourd'hui elles ont besoin de professionnels. Donc c'est très difficile. Les années 90 et l'arrêt, enfin pas l'arrêt mais la suspension de la conscription. Elles sont liées à la fois à des facteurs culturels et sociétaux, mais aussi au fait que les armées avaient un besoin de professionnels beaucoup plus élevé que par le passé. Donc ça, c'est incontestable. Et ce besoin de professionnels, il n'a pas beaucoup changé, malheureusement. Je dirais même il a empiré. En revanche, l'éloignement des forces armées vis-à-vis de la nation, le fait que les dividendes de la paix ont été largement pris, parfois sans conscience des problèmes internationaux, parce que c'était les dividendes de la paix, mais c'était l'inflation des crises. Donc, ça fait qu'on a quand même besoin de professionnels. Donc, c'est pas ça qui va apporter. En fait, ce qui est recherché, je pense, c'est beaucoup plus. Alors là, je parle à titre personnel, pas à titre de mes fonctions d'amiral histoire, mais je pense que c'est bien plus le rôle social du service militaire qui est recherché que l'aide aux armées. Alors ça, c'est vrai d'une part. Alors c'est en partie vrai seulement, parce que en effet, en ce moment, il commence à y avoir une petite crise de l'engagement dans les armées, notamment pour l'armée, plus pour l'armée de terre que pour la marine. La marine a encore la chance de pouvoir brasser et attirer beaucoup parce qu'elle voyage, parce qu'elle est technique. Oui, et puis il y a un autre phénomène qui est moins connu, et l'aptitude physique aussi des jeunes commence à poser des questions. L'accroissement du nombre, du taux d'obésité dans notre population, des problèmes physiques est quelque chose de réel. Et ça a des conséquences sur, finalement, et puis la baisse de la natalité également, ça a des conséquences sur la quantité de personnes qui peuvent rallier les forces armées, parce que ça reste un métier physique. Donc, quand vous cumulez tous ces problèmes-là, être davantage au contact de la nation, c'est important. Les armées ont gardé un certain nombre de choses dans les valeurs qu'elles transmettent, et ça aussi, elles sont structurantes pour le pays, et les avoir extraits à un moment donné de la relation au peuple, à la nation, en fait, c'était pas forcément une bonne chose, ça n'a pas été totalement anticipé. Voilà. Donc, y revenir, je pense que c'était nécessaire. La forme, après, c'est difficile à dire. Et ça, parce que ça a un coût, tout ça. Et c'est compliqué à mettre en place. C'est compliqué d'encadrer les gens. On peut pas. Moi, quand j'étais jeune, j'avais 22 ans, j'encadrais une compagnie de 30 jeunes qui faisaient leur service national. C'était structurant pour moi, si vous voulez. Vous avez à peine 2 ans de plus que les autres, et vous leur donnez des ordres, voilà. Donc, mais c'était un autre temps, et aujourd'hui, c'est moins facile pour nous d'avoir des encadrants. Voilà. Donc, ça va changer quand même considérablement les choses. Merci de votre témoignage. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir une personne précieuse également à Cannes, particulièrement engagée, notamment actuellement sur Movember. Il s'agit de Laurent Briard. Laurent vient nous rejoindre. Et Barbier à Cannes, vous devez le connaître, Barbershop, c'est lui, boulevard Carnot. Il va venir témoigner aussi. Bonjour Laurent, concernant effectivement cette sensibilisation et lutte actuellement contre les cancers masculins, les suicides également aussi, la santé mentale, grande cause nationale. On va reprendre bien entendu vos questions. Laurent, j'aimerais que tu nous parles un petit peu là, on arrive à la fin du mois de novembre, nous sommes le 30 aujourd'hui. Comment s'est déroulée cette mobilisation est-ce qu'elle a été forte? Je sais que tu as monté énormément d'actions ici sur Cannes. Est-ce que les Cannois se sont engagés justement
Oui, en tout cas, ils sont très engagés. On a réussi à l'heure actuelle à être deuxième équipe France en récolte de dons. On bat notre record ce matin pour la récolte de dons des cancers, enfin pour lutter contre les cancers masculins. Donc évidemment, je suis ravi. Il y a de l'engagement. On a fait tout pour ça et je suis très content de ça. Je suis ravi. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager justement, à mener cette action? Moi, ce qui m'a engagé, c'est que mon grand-père, qui était une personne très importante pour moi, est décédé d'un cancer de la prostate. Et j'ai découvert Movember, l'emblème de Movember étant une moustache, étant moi-même coiffeur homme barbier de métier. Je me suis dit, qui mieux qu'un barbier peut s'occuper de ce mouvement? Je me suis lancé, j'ai essayé de convaincre mes clients de me suivre. Et au fil des années, ça fait 13 ans, on arrive avec l'aide aussi de la municipalité à Cannes, il ne faut pas l'oublier, parce que sans elle, on ne ferait pas grand-chose. Ça nous a permis de faire plein d'événements. On était là il y a quelques jours d'ailleurs pour un spectacle dans le Miramar. Je ne sais pas si une personne était là avec nous. Donc on récolte des dons pour lutter contre les cancers. Et c'est pour ça que j'y suis arrivé. Et je dirais que ça fait 13 ans que je le fais. Ça fait 7 ans que je le fais presque professionnellement parce que ça prend énormément de temps. En plus du travail. C'est un engagement collectif. Il y a des messages forts que vous faites passer tout au long de ce mois et au-delà, bien entendu. À tous les hommes particulièrement. Ne pas avoir peur d'aller consulter quand quelque chose ne va pas. Un homme, c'est pas que fort ou que dur. Ça peut avoir des problèmes, surtout en santé mentale. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas de faiblesse. Voilà, et donc on dressera le bilan, bien entendu, des différentes actions que vous avez réglées, que vous avez menées tout au long de ce mois de novembre, bien sûr, Laurent. On en a une demain matin, d'ailleurs. Alors, laquelle demain matin? Sur le boulevard du Midi, on fait le jogging des moustachus. Il n'y a pas besoin d'être moustachu, je vous rassure, mesdames, vous êtes les bienvenus. Je voudrais juste dire que quand on porte la moustache au mois de novembre, on devient un Marlborough, un frère de moustache. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement, c'est né en 2003 en Australie. Ça existe dans 21 pays dans le monde. C'est l'équivalent d'Octobre Rose. Octobre Rose a le ruban rose. Nous, on a le ruban poilu en dessous du nez. C'est notre insigne d'honneur. C'est le ruban de la santé masculine. Et donc, il n'y a pas besoin d'être moustachu pour venir au jogging des moustachus. Et les femmes qui soutiennent ce mouvement sont des mossistas. Les mossistas, on en a besoin, elles nous soutiennent et elles doivent admirer ces hommes moustachus pendant un mois. Si vous voyez un moustachu, vous dites qu'est-ce que vous êtes beau avec votre moustache, parce que lui, il ne se sent pas forcément bien, mais il s'engage. Et l'engagement, c'est quelque chose de sexy. Donc, quand vous voyez un Marlborough, vous lui dites qu'est-ce que vous êtes beau avec votre moustache, ça lui fera beaucoup plaisir et ça l'aidera à tenir. Merci Laurent pour ton témoignage. Mesdames et messieurs, avez-vous d'autres questions à poser à nos différents intervenants? Il y a eu les questions de monsieur tout à l'heure. Parmi vous, est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. Il y avait peut-être madame à côté, je ne sais plus tout à l'heure. C'était la même question. Alors, on va peut-être revenir un petit peu sur votre engagement, Héloïse Maillot-Nespo, sur effectivement ce livre fort que vous avez écrit. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment vous avez réussi à concilier, je dirais, ces tâches quotidiyennes auprès de votre maman et ce métier de journaliste et votre vie privée aussi. Alors, je passais mes journées chez elle, pratiquement, qui était comme ma deuxième maison. Donc, je me levais tôt. Comme je l'ai dit, je commençais par faire 1 heure de sport chez moi, 30 minutes, pour être très précise, de pilates yoga, et puis 30 minutes de course sur tapis. Et après, je prenais mon chien et je faisais 30 minutes de marche, 45 minutes avec mon chien. Donc, je me levais tôt, j'insiste. Et puis quand j'arrivais chez elle, eh bien, il y avait des petits rituels, prendre le thé, papoter, repromener le chien s'il faut, parce qu'elle en avait 2 aussi, avant que la jeune femme de petit-fils n'arrive. Et puis, on parlait tout de suite de l'actu et des infos, parce qu'elle était branchée H24 sur les radios, donc elle écoutait tout le temps toutes les radios, et sur son téléphone aussi. Et ensuite, j'avais mon ordinateur, donc ça me permettait de travailler, de faire mes interviews. Alors, c'est chaotique, je raconte...
dans le livre qu'un jour j'ai interviewé Harry Roselmack. C'est une scène très drôle d'ailleurs dans le livre que j'ai hésité à mettre. Je l'avais mise, je l'avais enlevée, puis après je l'ai remise parce que je l'ai racontée. On m'a dit mais non, mais il faut que tu la mettes, c'est pas possible, c'est génial, c'est trop drôle. Et donc voilà, je suis dans le salon, elle est dans sa chambre, et puis Harry Roselmack me parle de la trajectoire des étoiles, des planètes, de l'existence de Dieu. Et moi, l'interphone sonne et c'est Oura qui livre les courses, donc je dois couper mon micro, courir pour ouvrir. Ma mère qui m'appelle, qui me dit va ouvrir. Et puis une scène de film, voilà. Et puis le chien, parce que sur nos deux chiens, Carlin et Bulldog, le Bulldog était handicapé et plein de vie, et vigoureux. Mais bon, là, le chien vient faire caca pile entre mes pieds quand Harry Roselmack est en train de me raconter est-ce que Dieu existe et la trajectoire des planètes. Et là, je me dis, je clôt le chapitre en disant que je suis au centre de tout, entre Dieu et le ramassage de crottes. Et c'était la réalité finalement de ma condition. Donc voilà. Donc j'ai ri de ça et j'ai beaucoup ri en réécrivant. Donc comment je faisais ? Voilà, j'improvisais au quotidien. Est-ce que vous avez eu le sentiment de ne pas avoir été suffisamment aidé, puisque vous avez vous l'avez dit au début, vous avez des sœurs, pourquoi n'ont-elles pas pris le relais, relais ? J'ai été aidée jusqu'au bout par ma mère qui a compensé certains aspects matériels, d'abord qui était une maman née au Maroc à Casa, avec cette générosité toute particulière de toujours vouloir nourrir tout le monde, et d'acheter toujours 3 fois plus de nourriture que nécessaire, qui avait gardé ses réflexes en plus de maman de famille très nombreuse. Donc je n'ai absolument pas manqué de nourriture. En revanche, tout ce qui concernait évidemment le quotidien, mon niveau de vie avait beaucoup baissé, donc elle m'aidait tant qu'elle pouvait. Sur un projet professionnel, je raconte dans le livre, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais sur lequel je collaborais aussi, il y a eu des aides ponctuelles, mais enfin dans le quotidien, c'est sûr que par rapport à ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc j'en pâtissais, c'est certain. Et puis par rapport à l'aide quotidienne, non, mes sœurs, écoutez, j'ai ma sœur aînée qui vit à Ajaccio, une autre qui vivait à Londres, 2 autres qui vivent en province dans le sud de la France. C'était compliqué, elles ont beaucoup d'enfants, mais je crois, moi, une des questions que je me suis vraiment posée, c'est est-ce que j'ai pas été prédestinée à ce rôle-là ? Je me suis vraiment demandé, est-ce que ce déterminisme-là, qu'on est capable d'accepter adulte, c'est-à-dire est-ce que, avec la conscience que j'ai de l'adulte, est-ce que j'accepte de relever le défi de la place à laquelle je sens qu'on m'a mise, peut-être enfant, il y a quelque chose peut-être de l'ordre de la réparation, est-ce que je l'accepte ou pas ? Donc je n'aime pas me présenter du tout comme victime, j'aime pas ça, j'estime que j'en suis pas une, même si c'est difficile, même si ça a été un défi dur à relever. Quand ma mère est partie, nous étions dans la chambre, une de mes sœurs s'est penchée vers moi, qui est intervenue, qui nous a aidés dans la logistique, beaucoup, mais bon, elle habitait évidemment, il fallait qu'elle prenne le train quand même, c'est compliqué. Puis elle n'a pas réorganisé sa vie autour de ça, contrairement à moi. Elle s'est penchée, elle m'a dit merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour maman. Donc elles sont très conscientes, encore aujourd'hui, ça nous a rapprochés, et avec certaines un peu moins. Donc c'est un peu ce que chacune est capable de régler dans son lien à la mère, en fait, qui se rejoue. Et ça, moi, ça ne me concerne pas. En fait, j'ai appris à comprendre que mon lien à ma mère, c'était unique entre elle et moi. Et elles ont chacune la place à prendre, enfin, elles sont responsables de la place qu'elles prennent ou qu'elles ne prennent pas. Tant pis. Voilà. Donc il faut accepter aussi. Vous expliquez dans votre livre également que vous avez mis en place toute une série de stratégies, je dirais, pour ne pas vous épuiser, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Quelles sont les émotions les plus difficiles à gérer pour un aidant ? Le sentiment de comprendre qu'on n'est pas tout puissant, l'inconnu. On ne sait pas quand ça va se terminer. Moi, à un moment, j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais ça peut durer 10 ans, cette affaire-là. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Enfin, évidemment, c'est horrible de se dire ça, parce qu'on n'a absolument pas envie que la personne s'en aille. Et puis, on se dit aussi, ça va aller mieux. Cancer du sein, c'est censé être très bien soigné. Donc, c'est l'inconnu, ne pas savoir quand est-ce que ça va durer, jusqu'où ça va aller. Ça, c'était assez pénible. Et vers la fin, j'avoue que je commence un peu à craquer. Avez-vous des questions, mesdames et messieurs, à poser pas de questions spécifiques pour nos différents intervenants. Attendez, je ne vois pas. Je ne vous ai pas vu. Tout au fond, monsieur. Allez-y, merci.
garde encore, oui, on a encore quelques minutes avant la signature de vos différents ouvrages. Bonjour, c'était une question au contre-amiral. La notion de nation, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que la nation aujourd'hui pour un jeune? Est-ce qu'elle s'arrête à la limite de la France, surtout avec un sous-marin nucléaire? L'engagement pour la défense de quoi? De la France? De l'Europe? De l'Estonie? C'est compliqué un petit peu parce que c'est un peu disparate l'Europe. Où s'arrête la nation pour ceux qui s'engagent? Alors, d'abord, on protège ses proches. Ça, c'est le premier réflexe. Cette notion de nation, elle est intimement liée à la fois à plein de valeurs. Les valeurs de morale, celles qu'on veut défendre. Elles peuvent être plus universelles. La notion de langue intervient également. Il faut être conscient que plus naturellement, on va aller vers les gens qui partagent la même langue que nous. C'est pas les seuls. Et en effet, ces notions de frontières, d'État peuvent être relativement mouvantes. D'ailleurs, on s'en cache pas. Quand on parle de dissuasion nucléaire, dans le discours officiel, on protège la France et les Français, mais on considère aussi que c'est une attaque contre des intérêts communs européens pourrait engager ce que nous sommes. En fait, derrière cette notion, je pense elle ne s'arrête pas exactement aux frontières. Voilà. Elle est bien plus ancrée dans les profondeurs culturelles, les profondeurs de valeurs, de ce à quoi on croit. La France, en tout cas à partir de la Révolution, et même avant, elle a souvent eu une vision, alors peut-être missionnelle, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme. En tout cas, ça a été retenu comme ça à un moment donné. En tout cas, elle a un rôle. Du moins, moi, je pense que l'État est une chose, mais au-delà de l'État, il y a des valeurs que l'on porte ensemble, collectivement, qui sont parfois partagées par d'autres pays, d'ailleurs, que l'on cherche à défendre. Des valeurs de liberté, d'égalité, enfin voilà, ça va assez loin. Enfin, est-ce qu'on est... Et d'ailleurs, quand on fait des travaux, enfin, quand on est militaire, on travaille tout le temps en partenariat. Une fois, les forces françaises, elles sont tout le temps avec des partenaires. C'est des partenaires qui partagent les mêmes valeurs que nous. Ou du moins, qui en partagent suffisamment pour que on puisse aller faire des interventions ensemble. Voilà. Donc on est dans un univers qui est complexe, qui est beaucoup plus international qu'il n'était, qui est sans doute moins accro à la terre, mais en même temps, cette terre-là, enfin, vous voyez ce que je veux dire, votre pays, l'endroit d'où vous êtes, vous y êtes attaché. Donc c'est compliqué de répondre à cette notion-là. Ce qui est certain, c'est que moi, je suis plutôt quelqu'un qui est attaché à la patrie, voilà, la patrie au sens le pays de mon père. Voilà, c'est ça le premier sens de patrie. Et je suis intéressé, je suis motivé par les valeurs qui m'ont été transmises. Voilà. Et je cherche à les partager. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont attachés à des choses un peu similaires, plus ou moins forts, avec chacun a une expérience qui est personnelle, on l'a vu. Bien sûr. Et pour autant, elle est partageable et elle est transmissible aux autres. Voilà.
je ne sais pas si ça répond exactement à la question. D'ailleurs, c'est une question très philosophique. Qu'est-ce que c'est qu'une patrie? Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Qu'est-ce que c'est qu'un État? Voilà, à vous de mener votre réflexion personnelle aussi sur ça. Ça me semble fondamental. Voilà. Parce que derrière, il y a plein de choses qui peuvent en découler. Est-ce qu'il vous serait possible de nous faire partager un exemple où un engagement fort a pu faire la différence avec votre équipage dans le sous-marin, dans une situation critique? Alors, c'est pas simple ce que vous me demandez, parce qu'il y a des choses qui sont un peu secrètes. Oui, je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose. Alors, on va parler d'un engagement, par exemple, fort vis-à-vis d'une personne à bord. Donc, j'avais un jeune garçon qui s'était engagé dans la Marine nationale, sans doute pour y chercher une famille. Voilà, il s'était engagé sans doute pour ça. C'était un jeune garçon assez brillant, plutôt dans les... Enfin, brillant, pas forcément brillant scolairement, mais en tout cas brillant dans son travail à bord. Et puis un jour, ça faisait pas longtemps qu'il était à bord, hein, ça faisait 4-5 mois, mais moi je m'étais investi vraiment dans sa formation parce que je trouvais qu'il avait des belles qualités humaines et il était assez bon. Et ce jeune garçon vient me voir en me disant, voilà, j'ai un problème familial parce que ma maman est en dépression, donc c'était une infirmière. Ma sœur va pas bien, on vient de la mettre en hôpital psychiatrique. Il faut que je rentre à la maison. Je lui dis, bah oui, il n'y a pas de problème. Tu rentres chez toi, tu vois si tu peux résoudre tes problèmes, et puis tu nous tiens au courant pour savoir si tu peux partir avec nous ou pas, parce que on a un compte à rebours, si vous voulez, avant le départ dans une mission sur un SNLE, on doit partir à une date donnée et on fait tout pour. Sachant qu'on ne part qu'avec des gens volontaires et prêts. Et puis, donc il part chez lui, il essaie de résoudre son problème. Voilà. Bon, il me rappelle en me disant, bon, j'ai besoin d'une semaine de plus parce que il y a des problèmes techniques, etc. Bon, c'est du domaine du personnel, donc on ne rentre pas non plus au plus profond de ses problèmes. Bon, donc on lui donne une semaine de plus, et puis il revient, et puis il nous dit, oui, c'est bon, voilà, j'ai résolu tous mes problèmes familiaux, je me sens prêt à partir. Alors, je lui dis, t'es vraiment sûr? Parce que tu sais qu'on part 2 mois et demi, t'auras pas de nouvelles, si ce n'est des bonnes nouvelles. La particularité, c'est que pour s'assurer du moral des marins, on ne leur transmet que des bonnes nouvelles. Ben, ce qui est un peu particulier, hein. Quand même, voilà, on reçoit un message par semaine de 50 mots, voilà, pour nous donner des nouvelles de ce qui se passe dans notre famille, donc qui est lu par au moins 10 personnes différentes. Bref, mais on le sait hein, en partant. Donc je lui pose la question de confiance, est-ce que tu es prêt? Donc oui, etc. Donc bon. Et donc on part avec lui, et au bout de 3-4 semaines, je commence à me dire, c'est bizarre, il s'intègre moins bien, voilà. Et puis en fait, de fil en aiguille, il a commencé à réfléchir et à se poser des questions, et il n'allait pas bien, de moins en moins. Voilà, de moins en moins bien. On l'a changé d'équipe en espérant que ça pouvait changer les choses. On a essayé de l'accompagner. En fait, on l'a vu rentrer dans un cercle vicieux dépressif, au point où, à un moment donné, ça devenait dangereux, je pense, pour lui. Il commençait à en avoir un peu conscience. Et on a fini avec le médecin, après de nombreuses discussions, à lui demander si des questions du type il était prêt, il avait des visions, quoi, hein, donc il avait commencé à se poser des questions pour savoir s'il n'allait pas se donner la mort. Donc on a fini par le médicamenter. Donc ça, c'était quelque chose d'assez difficile, hein, parce qu'il a fallu le transformer en légume, hein,
C'est aussi simple que ça. Hein. On donne le jeune, il a fallu le médicamenter fortement pour qu'il n'attende pas à sa vie et qu'en attendant à sa vie, il remette en cause la mission. La question s'est posée de savoir si on pouvait l'évacuer, mais là, on n'avait pas de raison médicale urgente de le faire. Donc on l'a médicamenté pendant 1 mois et demi. Et puis après c'est difficile parce que quand on est arrivé, alors évidemment, lorsqu'on refait surface, on prévient ce qui s'est passé un peu pendant la mission. Puis on avait des gens, du coup, qui, quand on est arrivé à quai, l'ont pris en charge et l'ont emmené en hôpital psychiatrique et en cure de désintoxication. Parce qu'il fallait le désintoxiquer. Et en effet, on l'a accompagné pendant longtemps. Donc ça, on va dire, c'est les côtés difficiles, très très durs de l'engagement, où on se pose beaucoup de questions sur, voilà, est-ce que j'ai bien fait Alors moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on a bien fait de prendre le risque de l'emmener alors qu'on savait qu'il avait des problèmes ? Je pense qu'on aurait dû a posteriori, mais en même temps, il avait tellement soif de se reconstruire. Et j'imaginais même pas à quel point je pense qu'il venait vraiment chercher une famille. Et il avait besoin de s'éloigner parce que lui, en fait, il était aidant. Ouais, et on était sa porte de sortie dans son esprit. Sauf qu'il n'a pas réussi à s'en sortir. Il s'est fait happer complètement par le système. Alors après, ça a été compliqué. Par la culpabilité, certainement. C'est ça. Ouais. Est-ce que j'ai bien fait de faire ci, de faire ça ? C'est ça. On se pose ces questions-là aussi. Et donc voilà. Donc ça, c'est des notions. Et donc l'engagement qu'on peut faire, il va jusque-là. C'est des engagements très lourds à vivre. Alors après, on garde des contacts. Bon, moi, j'ai gardé des contacts pendant 2 ans avec ce jeune garçon. Et puis les hasards de la vie ont fait qu'il a quitté la marine, enfin voilà, et on a perdu le contact. Mais et je pense que c'est quelqu'un qui, malheureusement pour lui, aura été détruit par son environnement familial. Mais bon. Merci de nous avoir livré cet exemple, ce témoignage. Allez, la question, Martin Hirsch, une question, merci. Non, je vais en poser 4, mais très rapide. Allez, 4, allez-y. J'en ai 3 pour l'amiral Guichard. La première, j'étais frappé quand vous avez dit, une fois qu'on sait qu'on doit être capable d'agir en quelques heures, on est complètement libre d'organiser. C'est quoi cette liberté ? C'est on décide de... Tiens, j'ai envie de faire 3 fois le tour. Attendez, je termine mes questions. J'ai envie de faire 3 fois le tour du globe ou 5 fois ce coup-ci, ou etc. J'ai du mal à visionner la nature de cette liberté. Deuxième question, j'ai été frappé aussi par votre lettre manuscrite. Alors, elle part à 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Vous en faites une copie au chef d'état-major. Le président de la République les stocke quelque part, où il les renvoie à noter en disant la prochaine fois, etc. Sans violer les secrets. Et troisième petite question, alors cette fois plus générale. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les enjeux des SNLE dans le climat actuel ? Est-ce qu'il y a des tentatives de neutralisation des CNLE par, je sais pas quoi, les Russes? Est-ce qu'il y a quoi en géostratégie, je vous demande pas en militaire confiant, etc., mais expliquez-nous aux citoyens. Ça, c'était mes 3 petites questions. Et j'avais une question pour Héloïse Maillot-Nespo. À quel moment vous avez choisi, quand vous avez décidé d'écrire ce livre, et est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler à votre mère et de lui dire, tiens... Je vais répondre peut-être juste, je rebondis. Alors j'ai commencé à écrire le livre de façon très personnelle et intime dans ma chambre parce que j'avais besoin de la faire exister. Et puis très vite, il y a eu la proposition d'Albin Michel, donc j'ai eu une date butoir. Et là, j'ai réorganisé toute ma vie où j'ai annulé plein de rendez-vous. Et tous les jours, j'écrivais 2, 3, 4 heures par jour. Et j'ai décidé aussi d'écrire ce livre parce qu'en plus... donc assez rapidement après son décès, parce que la personne dont j'ai parlé tout à l'heure que j'avais rencontrée est partie vivre en Allemagne, et donc j'ai eu cette espèce de... Et depuis j'ai ça d'ailleurs, c'est assez étrange. On n'a pas parlé du rapport à la foi, mais évidemment les danses, on a aussi un rapport à la foi, à la mort qui change, en tout cas moi c'est mon cas, avec plein de questions existentielles sur l'au-delà, sur est-ce que la personne ok, a un corps de chair, mais qu'est-ce qu'elle devient après. Et donc j'ai eu plein de signes comme ça, assez étranges, comme si j'avais quelqu'un qui guidait, mais pas.
Et très étrangement, la proposition d'Albin Michel a concordé pratiquement à une semaine près avec le départ de ce garçon donc, qui est parti vivre en Allemagne, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, hein, donc 2 ans après. Mais du coup, j'ai eu ce vide énorme et j'ai commencé à écrire au départ sans savoir que j'allais le publier. Parce que j'ai écrit déjà, j'avais déjà écrit une pièce et j'avais déjà... j'écris depuis longtemps, et puis en tant que journaliste j'écris aussi, donc voilà, donc je l'ai fait vraiment spontanément, juste par besoin de retracer le fil. Il y a toute une partie dans le livre qui a été enlevée, que j'ai enlevée, mais où j'ai retracé aussi les origines familiales, puisque mon arrière-grand-père a été maire de Casa pendant presque 30 ans, de Casablanca, et j'ai recherché des photos, j'ai recherché dans des groupes d'anciens de Casa pour savoir un peu ce qu'il avait fait, etc., parce que ma mère m'en parlait beaucoup. Donc j'ai eu vraiment ce cheminement, moi, personnel. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Amiral. Alors, je vais essayer de me souvenir des 3 questions. Il y avait la notion déjà. de liberté au oui, début. alors là, cette notion de liberté. Alors, en fait, la liberté, vous avez une mission et un objectif. Voilà, une mission, c'est vous devez être prêt à déclencher le feu nucléaire en moins de X heures. C'est ça, votre mission. Et ça se résume à ça. Et après, vous avez tous les moyens que vous voulez pour accomplir cette mission. Et quand je dis tous les moyens, c'est on fait ce qu'on veut. On est libre dans l'océan, on peut aller où on veut, du moment qu'on est capable d'assurer cette mission. On peut s'arrêter, faire surface, on fait ce qu'on veut du moment qu'on l'assure. Voilà, c'est ça cette liberté-là. C'est important parce que dans un univers comme on le vit aujourd'hui, on est de plus en plus cadré, si vous voulez, dans ce que c'est de telle heure à telle heure, etc. Vous allez aller à tel endroit. Voilà. En fait, c'est pas du tout comme ça sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. L'océan est à vous. On vous met un bateau à disposition, on vous met des hommes à disposition, et vous en disposez comme vous l'entendez. C'est très important. C'est-à-dire que quand je décide de médicamenter le jeune garçon, c'est une décision qui est... Voilà, je suis complètement libre de le faire ou de ne pas le faire. Et c'est des choses très puissantes, en fait, dans notre univers. Je trouve que cette liberté-là, elle est souvent absente. En fait, ça m'a amené à une réflexion, c'est que je pense que plus votre responsabilité est élevée, plus vous avez besoin d'être libre pour pouvoir l'exercer. Ça, pour moi, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre les deux. Alors, pour répondre à la deuxième question, j'espère que ça répond déjà à la première, c'est que même si on est libre, à la fin, on rend compte. On rend compte avec cette fameuse lettre manuscrite, en fait, qui est faite en 3 exemplaires, donc on la recopie 3 fois. Pardon, mais c'est une lettre de combien de pages? Parce qu'une lettre, ça peut être une page. 2 à 3 pages, 2 à 3 maximum. pages. Avec, sur une période de combien de temps? Sur une période de 2 mois et demi, 3 mois. 2 mois et demi. Voilà. On explique les choix, on raconte en fait ce qu'on a fait, comment on a fait, et on explique ses choix. Qui est en effet à destination du président de la République et de son cabinet, et à destination des autres commandants en fait, qui peuvent aller les consulter. Parce que y en a, on n'est pas non plus des 1000 et des 100 à avoir fait ce travail-là, cette réflexion, et comment on l'a mené, et donc on se nourrit les uns les autres de ces patrouilles successives et des expériences qui ont été vécues. Donc il faut être extrêmement concis, on ne s'intéresse à l'essentiel, c'est-à-dire que dans la lettre en question, le jour où j'avais décidé de médicamenter ce jeune garçon, on ne l'a pas mis dans la lettre, ça ne servait à rien. C'était pas à partir du moment où on n'a pas à se justifier de ce genre de choses. C'est pas une recherche de justification, c'est plus une recherche de l'enseignement qu'on en a retiré et de comment est-ce que la mission doit éventuellement évoluer dans le temps compte tenu du contexte géostratégique, géopolitique, environnemental, etc. Voilà, donc avec tout un tas de concepts sur la manière dont on mène cette mission-là. Voilà. Donc ça répond peut-être à la deuxième, j'essaye de faire court. Et la troisième, c'était sur le contexte un petit peu géopolitique. Alors,
Juste pour... parce que c'est connu dans la presse, je pense. Lorsque il y a eu invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu une rehausse du nombre de sous-marins à la mer. C'est-à-dire que la dissuasion nucléaire repose sur plusieurs choses. Un sous-marin présent en permanence à la mer qui est considéré ou doit être indétectable. Voilà, donc on fait tout pour le rendre indétectable avec plein de méthodes. Repose sur un deuxième sous-marin paré à prendre la mer, qui lui aussi a l'ensemble de son chargement, et sur un troisième qui est pas loin, en moins de 5 jours, prêt à faire... donc la dissuasion, elle repose sur 3 en fait. Elle ne repose pas que sur un seul à la mer. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une rehausse, c'est-à-dire qu'on a envoyé le deuxième sous-marin à la mer et on a mis, en plus de ça, le troisième en alerte paré à partir en moins de X heures. Donc, il y a une adaptation, si vous voulez. Et puis, c'est pareil, il n'y a pas que les sous-marins qui assurent la dissuasion. Il y a les bases aériennes françaises qui ont aussi des têtes nucléaires. Et il y a aussi le porte-avions nucléaire qui peut embarquer ou embarque l'arme nucléaire à bord. Les gens ne le savent pas totalement, mais c'est connu. Donc oui, il y a l'impact sur la dissuasion, il se fait rarement, ou les tentatives qui peuvent être faites sur la dissuasion française, elles ne vont pas forcément se faire sur les sujets immédiats et tactiques, parce qu'on est suffisamment fort pour ça. Il y a peu de risques. Voilà. En revanche, saper tout l'environnement que j'ai pu montrer à un moment donné, les chasseurs de mines, les frégates, etc. Saper le moral et la décision sur la décision des Français ou de la volonté de la France de montrer sa fermeté, là-dessus, ça peut jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les actions, il y en a beaucoup qui sont dans ce qu'on appelle le monde de... comment ça s'appelle je cherche le mot exact. L'hybridité. Voilà. Beaucoup d'actions sont des actions hybrides. Alors la particularité de la France, alors c'est vraiment très spécifique à notre pays, il faut que vous en soyez vraiment conscients, c'est que la marine nationale est bien plus qu'une armée de mer. La marine nationale, c'est une armée de mer, mais c'est aussi une gendarmerie. C'est-à-dire qu'elle agit en permanence. Il y a des préfets maritimes et elle agit dans l'action de l'État en mer. C'est-à-dire que les pouvoirs qu'on donne aux marins sont plus élevés que partout ailleurs dans le monde. On est les seuls à avoir cette fonction de préfet maritime. Donc le préfet maritime, il commande à la fois les forces à la mer, mais il est aussi gendarme de la mer. À Toulon, vous avez le préfet maritime. Il peut prendre des décrets comme un préfet. C'est-à-dire qu'il agit tous les jours pour la mer. On est le seul pays au monde à avoir cette organisation-là. Elle date du Premier Empire, mais elle est en germe dans l'esprit de Richelieu quand il fait son décret en 1626, parce qu'il s'arroge tous les pouvoirs de la mer. Et le fait d'agir en permanence sur tout le spectre, c'est-à-dire la pêche illégale, la lutte contre la drogue, mais aussi le contrôle du trafic commercial, la protection du commerce, ou la guerre, ou même la dissuasion, vous voyez, le fait d'être sur tout ce spectre-là, en fait que la marine, elle est bien adaptée, ou du moins aujourd'hui, au monde de l'hybridité. C'est pour ça que on est les seuls à être intervenus sur la flotte fantôme russe, en fait. Aucun autre pays pouvait le faire, parce qu'ils n'ont absolument pas cette culture-là. C'est un sujet pour nous aujourd'hui en tant que marine. C'est-à-dire que dans la marine française, c'est la première marine d'Europe aujourd'hui. On est la deuxième marine du monde occidental. Après les États-Unis, on est la première marine d'Europe. C'est un sujet pour nous parce que il faut qu'on ait des partenaires. On n'y arrivera jamais tout seul, c'est évident. On n'est pas assez puissant pour ça. La France n'est pas une nation assez puissante pour s'en sortir toute seule dans l'univers
terrestre qui nous entoure, hein, on a besoin de partenaires. On a besoin de travailler avec les autres. C'est fondamental. Mais l'un des sujets, c'est de rehausser aussi le niveau des partenaires. Parce que si on est trop en décalage, on ne sera pas efficace. Et donc, l'un des sujets pour nous aujourd'hui, c'est d'agréger plus de partenaires, de convaincre sur la scène internationale de notre bon droit et du fait qu'on travaille pour le bien général, pas que le bien de la France. Donc ça, c'est important. Mais au-delà de ça, c'est que ces partenaires soient de confiance et puissent rehausser leur niveau, parce que beaucoup de pays avaient baissé la garde vraiment très, très, très bas. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais déjà, ça vous donne plein de pistes, j'espère, et ça vous donne espoir dans ce qui vous soutient et vous protège. Allez, on prend encore quelques petites minutes si vous avez encore une question. Après, nous passerons, bien entendu, allez, on va prendre la question de monsieur qui est là. Ce sera la toute dernière. Après, on passera à la signature, bien entendu, des ouvrages de nos intervenants. Et on se retrouvera cet après-midi, bien entendu, notamment avec Martin Hirsch. Merci. Allez-y, monsieur. Oui, on entend ? Oui. Oui. Une question personnelle, si permis, à Héloïse Maillot-Nespo. Je voulais savoir, vous parliez de 5 sœurs, c'est ça ? Vous êtes famille nombreuse. Et quelle est votre place, si je peux demander, dans l'ordre de naissance ? Parce que ça m'a juste Alors intéressé. ma place est hybride. Je suis et la 4e et l'avant-dernière, parce que je suis la 4e, j'ai été la 4e jusqu'à mes 12 ans. Et j'ai une petite sœur adoptive qui vient du Cameroun. Mais qui était restée en contact avec sa famille naturelle. Donc en fait, voilà, j'ai été la 4e pendant longtemps, mais je sais ce que c'est que d'avoir une petite sœur également. Donc voilà. Et d'ailleurs, dans mon témoignage, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais j'ai quand même été affublée du fameux « tu es la fille préférée » par mes sœurs. Voilà, monsieur, tout à l'heure, vous parliez de... Voilà. Ouais. Je l'ai entendu de 2 de mes sœurs, de ma petite sœur et d'une de mes sœurs au-dessus de moi. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire après avoir dit ça, mais je ne sais pas. Je pense que vous avez compris aussi qu'il y a des enjeux derrière un peu. Oui. Oui, en fait, ça m'a juste intéressé parce que je pensais plutôt que vous étiez pas la première ou la deuxième. Ah, que j'étais plutôt vers l'aîné. Voilà. Ouais. Moi aussi, je suis le dernier dans ma famille. Moi, j'ai connu aussi, disons, moi-même, j'ai jamais dû soigner, mais mon père, on était en Allemagne, d'accord. Ouais. La sclérose en plaques, et ma mère, ce qui dure longtemps. Elle s'est investie pendant une dizaine d'années. Ouais. Oui. Elle vit encore, mais voilà. Et vous avez eu quelle place alors dans cette... Moi, je suis le dernier. Mais dans cette maladie, vous avez un peu été présent ou pas du tout ? Vous avez si la maladie de mon père, ouais. Si elle m'a affecté... affecté, j'imagine, mais est-ce que vous avez été vous-même un peu présent dans cette maladie ou vous avez eu quelle place dans cette maladie ? Oui, absolument. Comme j'étais à l'époque, voilà, c'était en Allemagne, à Schweinfurt, en Franconie. Il y a un lien avec la France. Et là-bas, oui, je faisais... chez nous, c'est différent. Hein, c'était le lycée. Mais le lycée en Allemagne, en Bavière, dont elle fait partie, elle commence à notre 5e, c'est-à-dire à 10 ans. D'accord. Donc oui, tout à fait. Toute l'adolescence, c'était la maladie de mon père. Ouais. D'accord. Je comprends. Mais vous parlez très bien français. Ouais. Alors 10 ans en 5e, vous étiez très précoce, parce que moi, j'avais 10 ans en 6e, j'étais déjà en avance. 10 ans en 5e, vous avez dit, en Bavière ? Oui, parce Ah oui, d'accord. En fait, non, voilà, j'ai relevé quand même, parce que je me suis dit... En fait, c'est pas du tout le même système scolaire. Je peine toujours... Ça me rassure un peu sur les Français quand même, le seul repère qui me sert toujours, c'est que la 6e, elle est égale, c'est le même âge, disons 12-13 selon la naissance. Hein. Voilà. Et bon, et c'est vrai que je suis le seul à avoir appris le français et à m'être enfin installé en France de ma famille. Il y avait un petit lien avec l'Italie par contre. Donc je suis assez touché par votre récit, aussi avec l'émotion que vous l'avez mis dedans. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci monsieur pour votre question. Vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour nos intervenants ce matin qui, à tour de rôle, bien entendu, ont parlé de leur engagement. C'est extrêmement important, l'engagement en tant qu'aidant, l'engagement aussi
en tant que militaire, et puis votre engagement également, Laurent Briard, le message à faire passer, parce que Movember, d'accord, c'est le mois de novembre, mais il faut se mobiliser tout au long de l'année pour... La maladie, elle n'a pas de mois. Voilà. C'est juste un mois pour encadrer et la mettre en lumière, mais elle est tout le temps là. Et votre mobilisation, elle est permanente, elle est tout au long de l'année, bien entendu. On essaye. Merci d'avoir témoigné aussi. Merci, mois. mesdames et messieurs. Vous retrouvez effectivement donc nos deux auteurs. Vous retrouvez donc Héloïse et François pour la signature de leurs ouvrages. Et on se retrouve à 14h30 ici pour parler de l'engagement de la jeunesse avec Martin Hirsch, avec Caroline Span et avec Agathe Billon et Lise Calderari. Merci beaucoup.